donc ORU Occitanie et la filière AVC de l'ARS avec les animateurs neurologues qui sont présents, là, Stéphane Bouly et Denis Sablot. Marianne Barbieux-Guillot est actuellement en congé et Céline Richard s'est pas connectée, je crois, Stéphane et Denis. Pardon, écoute, elle ne devrait pas tarder, je pense. Elle ne m'a pas dit qu'elle ne se connecterait pas, donc je pense qu'elle ne doit pas être bien loin. Ok. Donc, nous, à l'ORU, là, donc Nicolas Boulou, pour ceux que je n'ai pas encore rencontré, je vais te présenter. Hervé Gourou, moi je travaille à Carcassonne et je suis médecin coordonnateur de l'ORU. Allez-y. Guillaume Carrier, je suis responsable référent de la filière neuro à Carcassonne. C'est Laure Pourcel et je suis statisticienne à l'ORU, plus sur la partie urgence. Sabrina Grolot, je suis aussi statisticienne à l'ORU et plus sur les données SMUR. Et donc, Denis et Stéphane, qui sont neurologues de la filière AVC. Je vais vous partager de nouveau. Je pense que tout le monde l'a. Oui. Donc, la journée, l'après-midi, pardon, il va y avoir 4 temps. On va commencer par présenter une nouvelle proposition régionale qui concerne l'orientation des patients ayant un AVC, enfin, en tout cas un déficit neurologique aigu, vers les centres de thrombectomie directement du préhospitalier. Ensuite, soit on fera la présentation du panorama 2022 si on a le temps, sinon on le fera à la fin, avant une visioconférence du professeur Bonneville du CHU de Toulouse sur l'intérêt de l'IRM par rapport au scanner, et puis comment interpréter cette IRM. Et enfin, on vous présentera un travail qu'on mène actuellement sur le recueil régional des transferts interhospitaliers vers les centres de thrombectomie, qui est un travail qui est mis en place suite à la diffusion il y a 1 an des propositions régionales sur les modalités de transfert des patients des services d'urgence, des UNV de territoire vers les centres de thrombectomie toulousains, nîmois, Perpignan et de Montpellier. Voilà. Je vais laisser la parole à Stéphane Bouly qui va vous présenter donc un travail qu'on a finalisé la semaine dernière et qu'on va bientôt diffuser concernant l'orientation des alertes AVC vers les centres de thrombectomie. Pardon, je remets mon micro. Merci beaucoup, Nicolas. Stéphane Bouly, donc moi je suis animateur de la filière AVC pour la version Est Occitanie. Il y a Denis Sablot, donc mon collègue que vous avez en visio, qui est également animateur dans cette même région. Et puis donc on excuse Marianne Barbieux-Guillot qui est actuellement en congé maternité en train de pouponner. Donc, je vais vous présenter un travail en fait collaboratif. Il a été fait sur la base de l'ORU et de la filière AVC de l'ARS, mais avec l'aide et la participation de la plupart d'entre vous pour essayer de travailler sur cette problématique. Alors, le contexte, c'est la régulation en préhospitalier des patients qui seraient éligibles à une recanalisation. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà fait pour la thrombolyse depuis très longtemps sur les 2 régions et puis partout en France, qui était d'apporter les patients le plus rapidement possible vers le centre de thrombolyse susceptible d'aider à la recanalisation. De manière plus récente, en tout cas, s'est posée la même problématique pour la thrombectomie qui consistait à essayer de détecter au niveau de ces patients, donc en alerte AVC, pré-régulé par le 15, donc en pré-hospitalier, des patients qui seraient éligibles à une recanalisation d'un gros vaisseau, outre la thrombolyse, en tout cas la thrombectomie, c'est-à-dire d'aller désobstruer une artère, un gros tronc en l'occurrence,
Le problème était d'adresser ces patients dans les centres de thrombectomie le plus tôt possible, sans pour autant négliger une éventuelle thrombolyse qui pourrait se faire dans l'intervalle. En sachant que ça a été bien déterminé par plusieurs études, et Vincent Costala, neuroradiologue, le répète haut et fort, et il a raison, c'est que tout arrêt dans une UNV de territoire, c'est globalement 2 heures. Le temps de faire les examens, de prendre en charge le patient, éventuellement de le thromboliser. Donc, on perd 2 heures sur un éventuel transfert dans un centre de thrombectomie. Donc, le contexte, c'était ça, essentiellement. Et puis après, ça a été de prendre en considération aussi, dans l'intervalle, les résultats de RESCAT qui sont apparus, où c'était la question mothership version dripship, c'est-à-dire les patients, soit on les envoyait directement, soit on les gardait en local. Deuxièmement, c'était les problématiques des zones frontières, avec des prises en charge qui pouvaient différer entre différentes UNV. Et puis, la troisième question, c'était l'homogénéisation des pratiques entre l'Est et l'Ouest, pas la France, mais l'Occitanie, puisque c'est quelque chose qui avait été travaillé depuis assez longtemps, sous l'influence de Vincent Costala, dans l'Occitanie Ouest, et qui était… Est, pardon, excusez-moi, et qui était… pas pris en charge de manière aussi homogène, ou en tout cas sur l'ensemble de la région du côté ouest. Donc, c'était travailler sur ces protocoles pour essayer d'harmoniser, quel que soit l'endroit où le patient est pris en charge dans la région, de savoir un petit peu vers quel centre on l'orientait. Voilà, diapo suivante. Donc, vous avez tout là-dessus, on vous le fera passer, ou la plupart d'entre vous l'ont déjà eu en version de discussion auparavant. Et puis, ça a été diffusé aussi, ou ça le sera, je ne sais plus si on l'a fait à l'issue, oui, on l'a fait normalement à l'issue de la précédente réunion. Donc, normalement, tout le monde a ça dans ses petits papiers. Le principe de ce schéma, c'est une fiche recto-verso. Là, vous avez le recto. Sur le verso, vous aurez d'autres paramètres, en particulier les contre-indications à d'éventuelles thrombolyses. Le principe, c'est d'essayer d'orienter les patients au mieux. Ce n'est pas de répondre à toutes les questions. Ce n'est pas quelque chose qui est opposable. Ça se veut être une aide à la décision. En aucun cas, il est dit qu'il ne faut pas appeler ou ne pas demander l'avis d'un neurologue, que ce soit celui du centre de thrombectomie ou du centre de thrombolyse. Le principe, c'est d'essayer d'orienter les malades en amont le plus tôt possible, en évitant le maximum de discussions et de perte de temps. Donc, on est parti sur le principe, vous avez la case tout en haut, le patient dit éligible actuellement à la thrombectomie. Il y en a d'autres, certainement, mais en tout cas, là-dessus, on prend la plupart des patients qui sont éligibles. On part d'un principe que c'est un patient qui a moins de 85 ans, qui est autonome. Ça veut dire qu'il se déplace seul en dehors de chez lui, qu'il n'est pas dément, et qu'on a un début des symptômes inférieur à 24 heures, ou qu'on est sur un AVC du réveil. Voilà. Alors, ça, c'est une grande partie de nos patients. Il y a des patients qui échappent à ça. Il y a des patients de 90 ans ou 95 ans qui sont en parfait état général. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas discuter de ça. Il y a des patients qui ne se déplacent pas seuls en dehors de la maison, mais parce qu'ils ont des séquelles orthopédiques sévères au niveau d'un membre. On ne parle pas forcément de ces patients-là. Voilà, ces autres patients, on peut aussi appeler. Mais là, le principe, c'était de partir, on va dire, de 80 ou 90% de nos patients. Donc, on est dans ce cadre-là. Donc là, il y a une petite flèche qui part sur le nom tout de suite à votre droite quand on regarde le schéma. Donc, ça veut dire que là, on appelle le neurologue de l'UNV de territoire. On n'est pas dans ce cadre de patient. A priori, on n'est pas sur une éligibilité à la thrombectomie. Donc, il part à l'endroit où il part habituellement. Si la réponse est oui, donc on est dans un cadre d'une poursuite de la discussion de thrombectomie, soit on a un déficit de 2 ou 3 segments, ce qu'on appelle, on a essayé de caractériser un déficit lourd, c'est-à-dire que quand on a une occlusion d'un gros vaisseau, on a forcément un déficit qui est relativement majeur parce qu'on a un AVC de grande taille. Donc, on a essayé de caractériser ça en termes pratiques et ce n'est pas très facile. Donc, on a considéré qu'on parlait de segments. Alors, les segments, c'est la face, c'est le bras et c'est la jambe. Donc, quand on a un déficit de 2 ou 3 segments, on parle complet, bien évidemment, c'est-à-dire soit un déficit facio-brachial complet, soit une hémiplégie complète
avec ou sans participation faciale, 2 solutions. Soit on n'a pas ce déficit-là, donc a priori, on n'est pas sur un gros vaisseau, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des gros vaisseaux parmi ces patients-là. Donc, on est sur un non, donc parcours habituel, on appelle le neurologue de l'UNV local. Soit on est sur du oui, c'est-à-dire qu'on a un déficit pertinent, patent. À ce moment-là, on est toujours dans la filière thrombectomie, donc on passe à la case suivante. Y a-t-il une contre-indication à la thrombolyse intraveineuse? Et ça, il y en a pas mal. C'est-à-dire qu'il y a des patients où on le sait déjà en amont de la régulation, ces patients-là ne seront de toute façon pas éligibles à une thrombolyse parce qu'ils sont sous anticoagulants à dose efficace, parce qu'ils ont déjà fait des saignements, parce qu'ils ont d'autres problèmes médicaux qui font qu'ils sont contre-indiqués à la thrombolyse. Soit le patient n'est pas contre-indiqué à la thrombolyse, donc on est toujours sur la filière du non à côté, et à ce moment-là, il y a 2 possibilités. Soit c'est vraiment une hémiplégie massive, et bien qu'il ne soit pas contre-indiqué, il faut vraiment se poser la question d'une thrombectomie. Donc là, on est sur la flèche en rouge, et on propose une régulation à 3, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on appelle le neurologue local, mais également le neurologue de l'UNV de référence qui dispose du centre de thrombectomie pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ce patient. Est-ce qu'il part directement en thrombectomie ou est-ce qu'il s'arrête quand même? Vous avez la flèche non sur votre droite. Est-ce qu'il s'arrête quand même dans l'UNV de territoire qui, quand même si elle est prévenue en amont, est prévenue de cette éventuelle thrombectomie, donc doit faire le plus rapidement possible. On revient sur la gauche dans les contre-indications à la thrombolyse et à intraveineuse. Soit on a un oui franc, c'est-à-dire que le patient est sous Eliquis ou Xarelto ou ce que vous voulez. Donc là, on s'approche de moins en moins de l'UNV local, hein, parce que l'UNV local, le bénéfice, il n'y en aura pas si on ne peut pas faire de thrombolyse. La question, c'est y a-t-il un intérêt quand même à l'envoyer au centre de thrombectomie? Donc, on a 2 solutions. Soit on a un début des symptômes, la solution qui est tout à votre gauche, excusez-moi comme je n'ai pas la flèche, soit on a un début des symptômes qui est inférieur à 6 heures, et à ce moment-là, clairement, on arrête de se poser la question, c'est-à-dire que le patient est éligible à une thrombectomie, il a une contre-indication à la thrombolyse, donc tout stop dans une UNV de territoire ne servira en pratique à rien, même si on perd du temps en l'envoyant en thrombectomie. Ce patient-là ayant un déficit majeur, il est a priori très à risque d'avoir une occlusion des vaisseaux du cou, donc il part directement en UNV de thrombectomie, bien évidemment avec l'accord du neurologue. Donc là, on ne s'oriente même pas, on ne discute même pas avec le neurologue, entre guillemets, local. Soit on est dans un cas de figure un peu moins prégnant, j'allais dire, avec un AVC entre 6 heures et 24 heures ou un AVC du réveil. Et là, se pose la question de savoir quand même où va être le bénéfice le plus important. Est-ce qu'il faut quand même qu'il fasse un stop dans une UNV qui est informée de son arrivée pour une éventuelle thrombolyse, ou pareil, est-ce qu'il part éventuellement directement dans une UNV qui dispose de la thrombectomie? Donc ça, c'est les grandes discussions. Vous avez dessous un tout petit cadre, mais qui débloque l'ensemble des situations. C'est-à-dire que quand vous avez un patient qui est à cheval, j'allais dire, entre 2 UNV, c'est-à-dire quasiment aussi près de l'UNV de thrombectomie que de l'UNV local, clairement, il faut se poser la question de l'orienter directement sur l'UNV de thrombectomie, bien évidemment en accord avec les 2 neurologues en question. Attention, on dit aussi proche, ça peut être assez loin en territoire si on utilise par exemple l'hélicoptère. Donc ça va vraiment dépendre de chacun de vous et des possibilités de la régulation à ce moment-là. Est-ce que l'hélico est disponible? Est-ce que c'est pas trop loin? Est-ce qu'il peut voler? Est-ce que c'est pas trop tard? Bref, ça c'est votre cœur de métier de savoir quel est le transport le plus adapté. Donc l'égalité de distance, elle n'est pas en kilomètres, hein, elle est en temps. Pour rappel, tout à votre gauche, donc, il y avait historiquement 2 centres qui disposaient de la thrombectomie, qui étaient Toulouse et Montpellier, qui étaient les centres dits de référence qui disposent d'un plateau de neuroradiologie interventionnelle complet. Là-dessus ont été rajoutés 3 centres qui effectuent des thrombectomies. Donc, un qui est H24, qui est Perpignan, et 2 qui, à ce jour en tout cas, sont encore en jour ouvré du lundi au vendredi uniquement la journée, qui sont la clinique des Cèdres et le CHU de Nîmes.
Voilà, ça c'est pour l'arbre décisionnel. Et on vous a fait au verso, enfin qui apparaîtra au verso de cette feuille pour ceux qui veulent l'imprimer. Donc, les contre-indications à la thrombolyse. Alors, on vous a distingué 2 tableaux, les contre-indications absolues, où là, il n'y a pas de discussion à opposer. Il n'y aura pas de toute façon de thrombolyse. Donc, ces patients-là doivent être orientés au mieux vers un centre de thrombectomie s'ils le justifient. Et puis, il y a les contre-indications relatives à la thrombolyse. Ça va dépendre de l'état général du patient, de son âge, de l'importance de l'AVC, bref, de la balance bénéfice-risque. Et ça, bien évidemment, ce sera discuté avec le neurologue local ou le neurologue de l'UNV de référence, celui qu'on aura au téléphone en premier, entre guillemets. Donc voilà pour l'arbre décisionnel. Et il y a un travail qui a été fait secondairement avec l'équipe de l'ARS qui s'occupe donc des urgences et surtout des transports sur l'utilisation du transport héliporté, en particulier parce qu'on leur a posé la question, on leur a demandé une cartographie, mais c'était une cartographie qui était assez difficile à préciser, d'autant que le problème de l'hélico, c'est souvent pas forcément la carte des délais, mais c'est est-ce qu'il est disponible et est-ce qu'il peut décoller, est-ce qu'il peut voler. Et il a été établi qu'a priori pour l'ensemble de la région, en dessous d'1h30 de transport terrestre, le transport héliporté ne se justifiait pas forcément. Bien sûr, tout est discutable, hein, dans le sens où pour différentes raisons, par exemple la localisation des DZ qui à Montpellier ne se situe pas sur le centre de thrombectomie, ou plein d'autres raisons, en particulier dans le climat ou les possibilités d'utilisation de l'hélico. Il a été dit qu'à moins d'1h30, on privilégiait plutôt le transfert terrestre, si possible sans médicalisation. Je vous rappelle qu'on a fait aussi tout un travail antérieur là-dessus, qui permettait d'utiliser des T2IH. Et finalement, sur la partie droite, les choses seraient un peu identiques, en tout cas pour les moyens héliportés, qui ne nécessiteraient pas forcément non plus de la présence d'un médecin. Voilà en ce qui concerne cet arbre décisionnel, qui n'est pas opposable, hein, qui se veut discuter au niveau de l'ensemble de la région. C'est une aide, c'est pour aller plus vite, c'est pour éviter des discussions interminables, j'appelle pas, qui j'appelle, etc. Bien évidemment, ça n'empêche pas qui que ce soit d'appeler quand on est sur des cas un peu particuliers. Et il y a probablement quelques patients qui échapperont à cet organigramme, mais pour le bien de tous et en tout cas certainement pour le leur. On l'espère tous. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense que beaucoup de gens ont déjà vu cet arbre décisionnel et y ont participé pour certains de manière assez étroite. Merci Stéphane. Juste moi, je voudrais apporter 2 précisions, juste pour dire que c'est une proposition qui a été, on va dire, réalisée avec les neurologues et présentée aux neurologues de toutes les UNV du territoire, et également qui a été fait avec des urgentistes et présenté au directeur de SAMU de l'Occitanie, et donc qui a été retravaillé en fonction de leur retour. Et que là, on arrive à je pense à une proposition qui est validée et qui va être diffusée et qui est peut-être déjà diffusée dans certains services. Et juste pour aussi préciser que sur l'algorithme, vous aurez dans le petit cadre là, des UNV les lignes téléphoniques directes des neurologues responsables, enfin de garde en tout cas à l'UNV, permettre de les avoir directement au téléphone, un peu comme la même philosophie que pour la périnatalité ou pour la traumatologie grave, où on a accès directement au REA du déchocage de niveau 1. Et par contre, sur le site internet, on ne va pas mettre les numéros de téléphone. Bon. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Alors moi, j'ai pas de vision sur qui lève la main ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour, docteur Debreu, Cahors. Oui, Salut, bonjour Thierry. ça va? Moi, j'ai une question. On est en difficulté d'astreinte de neurologues actuellement sur certaines plages sur le Lot. Donc, on n'a aucune. Il y a certains jours, on n'a pas d'UNV. Donc, quid de la régulation si on a un patient sur le secteur entre Cahors et Gourdon, ou même Cahors, ou Cahors et Montauban, d'un patient qui pourrait relever d'une prise en charge en UNV, alors que nous, on n'a plus d'UNV. Éventuellement, on peut avoir un scanner ou un IRM. Est-ce que le patient doit repasser par le centre hospitalier pour son bilan radiologique, ou doit-on l'aiguiller directement sur un centre de proximité avec une UNV, Montauban ou Toulouse? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que le canevas prend toute son importance effectivement à ce moment-là, et surtout les discussions éventuellement à 3 qui se feront hélas plus qu'à 2, hein, manifestement, dans le sens où il faut vraiment surtout ne pas échapper à la ligne du milieu. La ligne tout à droite des non, 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 elle est, j'allais dire, relativement claire pour tout le monde. C'est-à-dire que en fait, tout ce qui, pour moi, aboutit à la régulation à 3 au milieu se fera une régulation à 2, mais il ne faut pas que ça échappe. C'est-à-dire que tu peux… Je n'ai pas la souris. Tu vois, Nicolas, si tu veux bien mettre sur les 3 segments complets, le petit enfin, le triangle 3 segments complets tout à droite, c'est celui-ci qu'il ne faudra pas perdre. Tout ce qui est non en haut pose aucun problème. A priori, il y a très peu de chances qu'il y ait une thrombectomie. Donc, ils iront à l'UNV local et on espère mettre en place, on a déjà parlé depuis un petit moment, assez rapidement, donc la téléthrombolyse, justement pour éviter que ces patients n'aillent à Cahors pour rien, les jours où il n'y a pas de neurologue. Par contre, dans les 3 segments complets, là, ce qui est en haut, eh bien, il faudra que ça soit sérieusement discuté avec… il ne faudra pas hésiter à appeler le neurologue de l'UNV qui dispose de la thrombectomie, l'UNV de référence, qui lui dira oui, je prends ou non, vous orientez à Cahors. D'accord, ok. Parce que c'est ça, ok. Parce que pour l'instant, c'est vrai que la visio, ce serait l'idéal. Bon, pour l'instant, on n'a pas fait, voilà, c'est pas mis encore en place de façon effective. Mais c'est vrai que là, ça nous pose quelques interrogations au sein des urgentistes sur la prise en charge de ces patients. Bien sûr, bien sûr. Bon. Pour avoir eu les responsables des UNV, j'allais dire de référence, ils ne sont pas contre, hein. Ça se fait déjà de manière assez… je regarde dans la liste, non, je n'ai pas le SAMU de 30, mais qui les appellent déjà très régulièrement directement sans se faire jeter, hein, pour parler un peu vulgairement. Je veux dire, c'est quelque chose que nous, on a développé, cet organigramme ou tout comme depuis assez longtemps, et ça marche plutôt bien. C'est-à-dire qu'ils ne se font pas envoyer péter en disant « vous nous avez appelé pour rien ». Ils disent juste, effectivement, non, ça me paraît plus judicieux qu'il y ait un arrêt local, ou oui, je prends directement. Mais ça ne pose pas de problème en pratique. Je veux dire, quand l'organigramme est bien respecté, je pense que la réponse est adaptée et ils n'ont pas l'impression de faire le travail de quelqu'un d'autre. C'était le but, justement. C'est d'éviter qu'on les appelle pour rien et de mieux orienter ça. Ok, merci. Donc, pour préciser, supposons qu'il y ait une indication à thrombolyse. Doit-on s'arrêter? On a le neurologue qui dit ouais, je préférais quand même qu'on s'arrête sur un centre hospitalier pour thrombolyse. Cahors a un trou dans la raquette ce jour-là. Doit-on aller jusqu'à Toulouse de préférence ou doit-on s'arrêter sur le centre de proximité qui sera Montauban? Qu'est-ce que vous en pensez? Si on est tout à droite, il faut qu'il aille à Montauban. Si on est sur le 3 segments complet, il faut se poser la question avec le neurologue de Toulouse de l'envoyer à Toulouse. Et si on est tout à gauche, il va à Toulouse, a priori, si on respecte l'organigramme. D'accord. Ok, merci. Merci, c'est précis. Il y a une question de Simon Bernard de Tarbes. Oui, merci Nicolas. Moi, j'avais une question du coup sur le début de l'organigramme, là, sur le déficit de 2 ou 3 segments. Effectivement, là, on ne parle plus du RACE, on ne parle plus du NIH. Effectivement, c'est peut-être pas mal de simplifier, mais du coup, ça, vous êtes basé sur quoi
ce cut-off 2 ou 3 segments là. Denis, tu veux répondre? Oui, alors initialement, on s'était basé sur le bon sens, parce qu'on trouvait que justement les pompiers ou la famille ne pouvaient pas passer Enfin, les pompiers, c'est pas dans leur décret de compétence de pouvoir passer un score tel que RACE et a fortiori le score NIH. Et donc, on était parti sur cette notion que tout le monde connaît, l'hémiplégie, c'est-à-dire un déficit complet des 3 segments. Et puis alors du coup, nous, on l'avait évalué là sur Perpignan, on avait une bonne sensibilité, spécificité, je ne peux pas vous dire exactement, mais c'était autour de 70%. Globalement, comme le score RACE, alors pas autant parce que dans le score RACE, il y a les hématomes, mais pour les AVC ischémiques, puisque c'était notre dénominateur, on avait à peu près une spécificité autour de 70%. Donc bon, voilà, on se trompe, mais c'est quand même un assez bon indicateur. Je pourrais faire passer le Ouais. travail qu'on avait fait à ce propos. Je sais que pendant un temps, il y avait le FAST aussi qui intégrait la phasie en plus. Là, du coup, on le rentre pas dedans, les troubles phasiques. Oui, On a essayé d'être le plus simple possible, en fait, parce que vous êtes comme nous, c'est-à-dire qu'on a un peu le piège des pompiers, je veux dire, des patients aphasiques. C'est pas toujours très simple pour eux de déterminer. C'est pas quelque chose de très flagrant, et c'est pas parce qu'on a une aphasie qu'on a forcément une occlusion d'un gros tronc. Pour revenir sur ce que disait Denis, c'est surtout Montpellier, parce que c'est Montpellier qui avait mis en place ça et qui a étudié les résultats, en fait, les patients qu'on leur avait transférés à partir de cet organigramme-là. Et de façon assez drôle, c'est que tous les patients qui n'avaient pas bénéficié de thrombectomie, en fait, on avait dérogé au protocole, mais y compris eux, pour des bonnes raisons, parce que c'est quelqu'un qui avait 30 ans, parce que effectivement il avait pas de déficit, mais il avait une grosse aphasie. Et donc, en fait, alors, ils n'étaient pas allés pour rien, hein, parce que ça reste une UNV de référence comme les UNV locales, mais en fait, ils n'avaient pas eu de thrombectomie. C'est-à-dire que quand même, eux avaient dérogé à ce protocole, finalement, comment on appelle ça, la valeur prédictive positive n'était pas du tout bonne. Donc, on s'en sort pas si mal. Après, on n'aura pas tous les patients, hein. On est bien d'accord. Ça, c'est 80% des patients. Les 20%, on fait à l'ancienne, hein. On continue à discuter. Ouais, non, mais c'est effectivement intéressant si ça a été étudié, parce que c'est très simple en pratique à utiliser, ouais. alors on pourra peut-être améliorer, parce que je sais qu'il y a une équipe du nord de la France, je ne sais plus où exactement, qui établit un score téléphonique en français et qui est en train de le valider. Donc si on peut avoir ce score sur des items, mais très simples, qui équivalent finalement au score RACE, mais sur des questions téléphoniques, hein, et auquel cas on pourra peut-être l'affiner, mais avec peut-être une valeur prédictive un peu supérieure. Voilà. Mais pour l'instant, je trouve que cette notion d'hémiplégie, à la fois pour Montpellier qui recevait, et puis nous qui l'avons évalué en tous les patients qui avaient un AVC ischémique, c'était assez bon, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques sur cette partie, cette proposition? Donc, on va la publier sur le site internet de la filière, hein, que vous pourrez retrouver sur le site de l'Ori Occitanie. Dans l'onglet urge.réseau, vous avez accès au site de la filière AVC avec plein d'infos. Les autres procédures, il y en a 2 autres, et pas mal de docs de référence. Donc là, on va le publier et on va aussi l'envoyer à toutes les UNV et tous les directeurs de SAMU avec les numéros de téléphone des UNV rapidement, là, je pense la semaine prochaine. En tout cas, on va essayer de le faire avant de passer en 2024. Il est 14h37. Ce que je vous propose, c'est en attendant que le professeur Bonneville se connecte, peut-être qu'il est déjà connecté. Ah, depuis le début, oui, oui, bonjour à tous. Ah, d'accord, bonjour. Bon, bah, parfait. Alors, dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est peut-être d'enchaîner directement avec votre présentation.
Ah ben, comme vous voulez, moi je respecte le programme, vous me dites. Ok, donc on fait ça alors. Alors, je vais quitter le partage d'écran et puis je vais vous laisser la main. OK. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Très bien. Très bien. J'ai pas pris de casque ni de micro, donc je voulais m'assurer que je pouvais continuer comme ça. Alors, juste pour préciser, on enregistre la visioconf là, pour la mettre sur le site également. Ça ne vous dérange Oh, pas ça me dérange pas. Non, professeur non, du tout. Est-ce qu'il faut que j'allume la caméra ou pas spécialement? Si vous pouvez partager votre écran, surtout, je ne sais pas si vous Oui, avez d'accord. Non, non, mais alors je me cache. Je vais partager l'écran sans problème. Je crois que c'est bon. On est bon? Oui. Bon, j'ai très discrètement modifié le titre par rapport à ce qui est affiché, mais le contenu est exactement le même. Et je vous remercie d'avoir invité un neuroradiologue à votre séminaire sur la prise en charge de l'AVC. La phase préhospitalière est capitale, je pense vraiment. Mais après, ce qui doit être organisé à l'intérieur du centre de référence où il y a la thrombectomie, il est tout aussi, il est tout autant. Et le passage par l'UNV périphérique, on sait bien, est capital pour commencer une présélection des patients candidats à la thrombectomie. Et c'était ça qu'on voulait peut-être un petit peu rediscuter, c'est la place de cette imagerie, puisque l'AVC, vous savez que c'est quand même une cause importante de décès en France, en tout cas la première cause de handicap de l'adulte. Et n'oublions pas la deuxième cause de démence. Donc clairement, c'est une maladie qui mérite certes d'être prise en charge, mais qui a surtout les moyens aujourd'hui d'être mieux prise en charge par rapport à avant. Et si on a bien progressé dans cette prise en charge de la phase aiguë, c'est depuis l'avènement donc de ces stent retrievers, comme on les appelle, ces petits stents qui permettent mécaniquement de réouvrir l'artère en capturant le caillot dans son maillage. Donc les objectifs ici, c'est de vous montrer le rôle de l'IRM à la phase aiguë d'un AVC, certes pour en poser le diagnostic, mais pour commencer donc à faire la sélection des malades candidats à la thrombectomie. Comprendre l'importance de l'imagerie du parenchyme, certes, mais je crois que ce qui est encore plus important depuis ces dernières années, c'est finalement de voir les vaisseaux. Et c'est vrai que du côté des radiologues, il y a encore parfois une réticence à les montrer. C'est quasiment la règle au niveau du coût, et pourtant c'est tout aussi important, ou presque, que ceux en intracrânien. Et donc on va comme ça découvrir les indications donc, de la thrombectomie et les comprendre sur quels critères de sélection on va faire transférer donc ces malades que vous avez dans les UNV périphériques vers le centre de référence. Et la première question, c'est quand même donc celle de savoir s'il faut un scanner ou une IRM. Alors, on ne détient pas la vérité en France, mais il faut reconnaître qu'on a une vraie exception mondiale, qui est celle d'avoir, j'ai envie de dire, accès facilement, si on s'organise, ou si on en a la volonté, à l'IRM. Et c'est pour ça que délibérément, je laisse le scanner libre et je mets le malade dans l'IRM, parce que depuis plus de 20 ans, ça a été clairement démontré que grâce à l'avènement de cette séquence de diffusion, l'IRM est devenu bien supérieur au scanner pour détecter des lésions ischémiques à la phase aiguë, avec surtout, et ça c'est important, une meilleure reproductibilité interobservateur et peu importe avec quelle expérience. C'est-à-dire que ici vous avez le scanner d'un AVC à la phase aiguë, je ne vous demande pas de quel côté est la lésion, mais reconnaissez que l'IRM de diffusion réalisée au même moment ne pose de questions à absolument personne. Tout le monde voit cet hypersignal, et c'est pour ça que ça a tout changé de faire de l'IRM à la phase aiguë, parce qu'on sait de quoi on parle face à un malade qui vient pas, non pas avec un AVC, mais il vient avec un déficit neurologique aigu qui est lui peut-être dû à un phénomène ischémique. Et donc, grâce à l'IRM, on va pouvoir répondre à toutes les questions qui nous taraudent face à la prise en charge d'un malade avec un déficit neurologique aigu. Et bien sûr, ce n'est pas juste la séquence de diffusion, mais avec 4 séquences, donc la diffusion, le flair, l'ARM du polygone de Willis et le T2 étoile qui monte les caillots, on va répondre à toutes ces questions. Alors, lesquelles sont-elles? Ce qui différencie finalement l'attaque cérébrale de l'attaque cardiaque, c'est qu'il faut faire une imagerie du cerveau et non pas du cœur pour s'assurer que l'AVC ne soit pas hémorragique.
On a parlé des contre-indications à la thrombolyse, mais finalement, il n'y a pas de phénomène hémorragique aussi fréquemment que ça dans le cœur, et donc on ne se pose pas la question s'il y a un problème cardiaque. C'est 15 à 20% des AVC qui sont d'origine hémorragique quand même, donc il faut, et c'était ça la seule justification de faire un scanner sans injection, il faut faire une imagerie pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'hémorragie, mais l'IRM le montre très bien. Écarter une autre cause, et ça c'est le gros avantage de l'IRM par rapport au scanner, c'est qu'on va voir les diagnostics différentiels, ce qu'on appelle les strokes mimiques, à ces déficits neurologiques qui ne sont pas dus à un AVC ischémique, mais pourquoi pas à une migraine avec aura, avec une hypoglycémie, avec un déficit post-critique. Bref, l'IRM est bien supérieure et elle est même unique pour montrer ces autres causes de déficit neurologique. Ensuite, ça permet donc, comme je vous l'ai dit, grâce à la diffusion, de confirmer l'ischémie, mais on va aussi pouvoir dater. Alors, c'est de moins en moins intéressant, mais en combinant les séquences, on peut voir si on est encore dans les temps, pour ne pas dire dans les clous, pour proposer une prise en charge, puisque malgré tout, il faut aller vite et on n'a pas toute la journée pour essayer de sauver le parenchyme cérébral en souffrance. Donc, on peut dater l'ischémie et donc ainsi confirmer l'indication thérapeutique, puisque on a dit c'est pas une hémorragie, c'est pas autre chose, c'est bien une lésion ischémique et on est dans les temps. On va aussi, grâce aux autres séquences, montrer où est-ce que c'est occlu, et ça c'est intéressant, mais aussi de voir par quoi c'est occlu, et notamment un caillot. Il y a des caillots qu'on va voir, d'autres qu'on ne va pas voir, et donc voir la longueur du caillot qui est un vrai facteur pronostic dans l'efficacité de nos traitements. Par la même occasion, si on complète ces 4 séquences par l'ARM des TSA, ce qu'on encourage vraiment à faire, eh ben, on va aller très vite dans la compréhension du mécanisme s'il y a un problème de plaque d'athérome, s'il y a un problème de dissection, bref, si les troncs supraortiques sont impliqués, ce qui peut aussi influer la prise en charge endovasculaire. Enfin, si on fait tous ces gestes, c'est certes pour réouvrir l'artère, mais aussi pour sauver du parenchyme cérébral qui est en souffrance clinique, mais qui n'est pas encore nécrosé. Et c'est tout l'intérêt donc de l'imagerie de perfusion, mais il y a d'autres moyens pour évaluer le territoire donc en souffrance qu'il faut sauver. Et si on a maîtrisé tous ces éléments, et ben d'emblée, on va savoir si on est face à quelque chose de grave qui risque d'être compliqué ou pas. Donc l'IRM de diffusion, c'est celle, vous savez, qui est un petit peu floue comme ça, mais qui est pourtant très importante, puisqu'elle nous donne, au bout de quelques dizaines de minutes seulement, un aspect de ce qui est déjà nécrosé, qu'on peut dire qui est déjà mort, et donc qu'on ne cherchera pas à sauver. Même si vous voyez, le territoire sylvien est ici touché, il manque par rapport à l'autre côté les branches de l'éventail, la lésion étendue est large. Si, pour une raison ou pour une autre, on réouvre cette artère, eh ben, le contrôle le lendemain va montrer la même chose. Donc, ce qui est en hypersignal diffusion, il faut le considérer comme c'est déjà nécrosé, on ne pourra pas le sauver. Et donc, de là, grâce à la systématisation artérielle, on va pouvoir identifier ce qui est finalement en pénombre. Alors, comment faire simple pour schématiser les territoires artériels cérébraux? Eh ben, vous prenez des droites qui passent en gros par la corne frontale et une autre par le carrefour ventriculaire. Vous avez donc la large partie médiane qui est le territoire de la cérébrale moyenne, la plus fréquemment touchée, celle qui donne bien sûr les plus gros déficits. Et puis vous avez en dedans et en avant donc le territoire de la cérébrale antérieure, et en dedans mais en arrière la cérébrale postérieure. Et donc si vous avez une vraie vascularisation de type terminal, eh ben, vous devez avoir une occlusion complète en aval de l'artère qui est bouchée. Eh ben, la pénombre, c'est ce qui va finalement ne pas être nécrosé, pas mort, pas blanc, en diffusion, dès le début. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, la carotide est touchée, on ne voit plus de sylvienne par rapport à l'autre côté, et pourtant, l'IRM de diffusion ne montre pas la même chose que ça. Tout n'est pas nécrosé, il n'y en a qu'une petite partie. Autrement dit, on a tout ce territoire superficiel à sauver, et c'est ça la pénombre, si cliniquement, il y a bien, grâce au score NIH, une atteinte démontrée de tout ce territoire. Donc ça, c'est un moyen très simple d'identifier la pénombre et donc le territoire à sauver. Ou alors, eh ben, on peut faire de l'imagerie de perfusion qui va confirmer que, au-delà finalement de l'hypersignal diffusion, on a bien une souffrance de la totalité du territoire qui est occlu sur l'ARM. Donc vous voyez, c'est assez simple comme ça de savoir, oui, il y a du territoire à sauver ou pas. Mais il y a quelque chose de fondamental.
c'est presque aussi, on peut dire même du bonus, c'est qu'en voyant ce qui est déjà nécrosé, on arrive à des schémas de territoire ischémique qui sont totalement différents, et donc à des étiologies différentes, et donc à des prises en charge différentes. Si vous êtes, comme dans cet exemple ici, qui correspond finalement à celui que je viens de vous montrer, sur une large étendue lésionnelle cortico-sous-corticale, eh ben, c'est l'occlusion artérielle d'un gros tronc, celle pour laquelle la thrombectomie va certainement apporter quelque chose. A contrario, si vous voyez une succession de petits points comme ça antéro-postérieurs, eh bien, on est sur des phénomènes qui sont probablement jonctionnels, hémodynamiques, donc sur une sténose possible au niveau ici du bulbe carotidien. Donc là, on est dans des territoires jonctionnels. Alors peut-être qu'on fera quelque chose en endovasculaire, mais peut-être pas. Donc en tout cas, on n'est pas du tout sur le même mécanisme étiologique. Un point isolé, ce n'est pas une succession de points, ce n'est pas la même distribution que les deux autres cas, vous voyez? Alors qu'en est-il ici? Eh bien, en fait, ça s'inscrit dans ce qu'on appelait la leucorariose, hein, ces anomalies de la substance blanche périventriculaire, et qui, on le sait, sont dues en fait à de la microangiopathie. Eh bien, donc, une petite artère mal placée peut donner un lourd tableau clinique et lancer le branle-bas de combat, alors que, ben non, c'est juste une perforante qui est bouchée. Toutes les autres artères sont parfaitement saines, et là, le traitement anti-agrégant sera sans doute à privilégier. Si vous avez des petites lésions comme ça, corticales, mais vous voyez, dans plusieurs territoires, à droite, à gauche, et bien là, c'est probablement donc le cœur qui est malade et qui envoie une succession donc de petits emboles pour lesquels le traitement anticoagulant sera à privilégier. Donc c'est une autre supériorité par la même séquence. Ça nous confirme que c'est de l'ischémie, mais on a déjà une idée de l'étiologie. Alors attention, bien sûr, hein, il y a toujours l'envers de la médaille. Tout hypersignal en diffusion n'est pas une lésion ischémique, et pourtant, toute cette liste-là de maladies qui peut apparaître en hypersignal peut potentiellement apparaître de manière aiguë, et pourquoi pas mimer un AVC. Alors, c'est encore une fois la combinaison avec les autres séquences qui nous permet donc d'évoquer telle ou telle pathologie face à un hypersignal en diffusion. Il ne faut pas oublier qu'il y a des contre-indications à l'IRM, que l'IRM est quand même d'un accès plus difficile, il faut le reconnaître, que l'IRM. Et encore une fois, si partout sur la planète, les centres font du scanner, c'est que ça permet de répondre à bon nombre de questions. Néanmoins, l'équation est différente. Pour arriver à la même chose que ce que peut montrer simplement l'IRM de diffusion, en cas de scanner, en cas d'AVC, il faut faire un scanner qui comporte systématiquement un angioscanner et un angioscanner de perfusion pour à ce moment-là être une alternative à une IRM qui montrerait un gros AVC. Et là, vous comprenez que cette image de perfusion du scanner ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de la diffusion. Mais voilà, si vous avez un petit AVC lacunaire, si vous avez un petit AVC cortical, si vous avez un petit AVC distal, si vous avez un AVC de la fosse postérieure, ou si vous avez un diagnostic différentiel, comme je vous en ai déjà parlé, eh ben, le scanner n'apportera rien, ou sera clairement mis en difficulté. Mais des exemples de scanners contributifs, je peux vous en montrer, parce qu'on en fait plein. Typiquement, voilà, un homme jeune, on reste jeune à 60 ans, mais en tout cas, il a un pacemaker qui est une contre-indication à l'IRM dans l'urgence. Puisque on est censé justement savoir lire le scanner, ben, à votre avis, de quel côté est l'hémiplégie? Reconnaissez que c'est difficile d'interpréter ces scanners, alors que si vous faites un angioscanner dans la foulée, et c'est ce qu'il faut faire, ben vous voyez très bien sur cette reconstruction coronale qu'on voit parfaitement la sylvienne à gauche et qu'elle est totalement déshabitée à droite. Donc l'AVC, je ne sais pas ce que vous aviez vu sur le scan sans injection, mais donc l'hémiplégie est à gauche puisqu'il y a une large occlusion de cette sylvienne droite, mais je dirais même de la carotide droite, puisque la carotide interne en cervicale ne se remplit pas après avoir opacifié le bulbe. Alors, vous voyez, c'est une très bonne alternative pour montrer un gros AVC, l'angioscan. Et à ce moment-là, on va pouvoir l'amener pour une thrombectomie. On peut réouvrir la totalité de l'axe cervical après avoir aspiré ces nombreux caillots qu'il peut y avoir dedans.
Et puis, à ce moment-là, on se retrouve sur une réouverture de l'axe porteur et simplement une occlusion donc de l'origine de la sylvienne. Et on va utiliser à ce moment-là nos stent retrievers, ramener le caillot résiduel, excuse-moi, pour réouvrir donc la sylvienne en intracrânien. Tout ça pour dire que certes, le scanner, c'est une alternative qui marche bien dans les gros AVC, mais c'est vrai que c'est ceux qui nous concernent au quotidien pour la thrombectomie, mais ce n'est pas la totalité des suspicions d'AVC. Et c'est ça le problème. Et donc, on va avoir aussi la possibilité d'être efficace sur ces lésions en tandem quand on montre les vaisseaux du cou et les vaisseaux intracrâniens dans le même examen, comme c'est vrai le scan, mais aussi l'IRM le font facilement. Un autre exemple pour montrer que le scanner, c'est bien, mais ça peut aussi être parfois difficile à interpréter, tout en sachant que là, on se retrouve chez une jeune femme qui se retrouve dans le coma rapidement. Bah, c'est vrai que c'est compliqué de l'amener à l'IRM, mais je vous montre bien sûr parmi quelques coupes celles qu'il fallait voir, mais il est aussi assez facile de rater ces petites anomalies comme on l'a fait là, sauf si on fait un angioscan. Parce que il peut y avoir des petits caillots dans le tronc basilaire, il peut y avoir des artefacts de durcissement du faisceau. Bref, c'est pas toujours facile de voir une occlusion du tronc basilaire sur un scanner ou sur un angioscanner. Donc, l'IRM est bien sûr bien supérieur, mais voilà, ça marche quand même. En tout cas, le scanner nous montre ici la visibilité de ce caillot dans la terminaison du tronc basilaire, mais encore une fois, l'angioscanner, qui doit être, à mon sens, systématiquement couplé au scanner, montre la non-opacification de ce tronc basilaire qui est bouché. Alors là aussi, hein, vous savez, c'était le rédacteur en chef de L, hein, enfin un des anciens, puisqu'il en est rapidement décédé, hein, qui avait fait donc son occlusion du tronc basilaire. Il avait écrit, je ne sais pas si vous l'aviez lu, Le scaphandre ou le papillon, ou vu le film. En tout cas, c'est des tableaux cliniques épouvantables, extrêmement graves. Hein, c'est le Lockton syndrome qui l'avait frappé. Ou alors, eh ben, on amène les patients, donc comme cette jeune femme, au bloc pour retirer. Et vous voyez ce que c'est, hein, une occlusion de tronc basilaire, c'est un petit caillot, ça c'est la taille de mon pouce, vous voyez, c'est une petite crotte de nez hémorragique, hein. Mais c'est ça qui va vous occlure le tronc basilaire et donner donc ces AVC ô combien gravissimes, sauf si on arrive dans les temps à réouvrir l'artère. Et cette jeune femme lisait dans son fauteuil le lendemain en se demandant presque ce qu'elle faisait là. Donc c'est vrai qu'il y a des miracles si on va vite. Et l'IRM, moi je trouve, ne fait pas perdre de temps, en tout cas c'est le parti pris par la grande majorité des centres en France, parce que ça permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe, de mieux voir l'étendue des lésions, ou de mieux voir même le caillot. Et quand on est sur du proximal, c'est assez facile au scan. Du moment que ça devient un peu au-delà de M1, on a vite fait de rater des artères occluses ou d'en rater une parmi les autres qui circulent, alors que de voir le caillot ce qu'offre le T2 étoile est assez important également, d'autant plus que ça fait plus de 15 ans qu'il a été rapporté justement l'intérêt de voir le caillot en IRM. Pourquoi ça? Déjà, comme ici, il y avait des premiers papiers qui ont dit que ça ne se voit pas dans tous les coups, mais dans un nombre très important de cas, et que c'est probablement d'origine embolique, mais aussi que, et c'était un papier donc de 2005, qui disait que quand on voit le caillot comme ça en IRM, les chances de recanalisation après thrombolyse sont plus importantes. Bon, allons savoir pourquoi, parce que la même année, il y avait eu exactement l'inverse qui avait été rapporté par une autre équipe. Et vous voyez, on a aussi un AVC très aigu avec un gros caillot ici. Et bien voilà, le lendemain, il y avait une occlusion persistance. Alors qu'est-ce qu'il en est? Finalement, quand on compare ces deux cas, celui qui reste bouché ou celui le précédent qui se réouvre, c'est assez évident quand on voit le caillot. On voit très bien que ce n'est pas la même taille de caillot. Et donc, vous avez des petits caillots qui vont fondre sous thrombolytique et des gros caillots qui vont garder l'artère occluse. Et c'est clairement ceux-là qu'il ne faut pas hésiter à transférer parce qu'il faut adjoindre une thrombectomie mécanique à la thrombolyse intraveineuse ou, pourquoi pas, réfléchir, comme je l'ai entendu, à est-ce qu'on l'amène en primaire ou pas, mais ça n'a pas été démontré. En tout cas, de voir le caillot,
de voir où il est exactement, mais aussi d'apprécier sa nature par le signal en T2 étoile est intéressant. Et il y a de plus en plus de littérature qui corrèle finalement l'aspect du caillot à l'anapathe. Parce qu'on a des caillots rouges, mais on sait très bien qu'on a des caillots blancs riches en fibrine qui vont coller aux parois et qui seront plus durs, plus résistants à leur extraction. Regardez cet exemple. Alors, la plupart restent quand même en hyposignal, mais c'est pour dire qu'il y en a qui n'ont pas de chance aussi. Ce patient, vous voyez, il y a une anomalie ici, cortico-sous-corticale, à gauche, qui est également visible en flair. Et pourquoi ça? Parce que ce patient, il est à la 2e semaine après un AVC à gauche. Il est toujours hospitalisé, il est en phase de rééducation, et que patatras, pendant l'hospitalisation, il fait soudainement une hémiplégie à gauche. Il est dans les murs et on voit une occlusion à droite. Et on comprend bien que s'il y a une origine cardio-embolique, un cœur qui est malade, qui fait des caillots, eh ben, il peut récidiver après en avoir envoyé un premier. Et bien voilà, là c'est vrai que ça permet d'aller très vite, le malade est sur place, il est hospitalisé, on voit ce caillot, on est sûr de comprendre ce qui se passe, et on va pouvoir, alors évidemment, hein, vous savez, c'est 50% de nos thrombectomies qui sont faites la nuit et le week-end. Hein. Il y a une distribution en fait continue du lundi 8h au lundi d'après 8h. Donc la nuit et les week-ends, ça représente la moitié du temps, donc la moitié de nos thrombectomies. Bref, tout ça pour dire que quand on a du petit caillot frais comme ça, ben vous voyez, la ponction 23h59, le temps de monter le matériel, de faire l'artériole et de retirer le caillot, 7 minutes. Donc c'est vrai que quand on est dans de bonnes conditions et qu'on voit ça, eh ben, on se dit que ça vaut clairement le coup. Et si ça vaut le coup, ben ça vaut le coup pour qui? Parce que c'est ça la question, on est dans la sélection des patients, mais j'ai entendu dans votre algorithme le 85 ans, bien sûr, ce n'est pas opposable, j'ai entendu les mots et je crois que c'était très très juste et je vous félicite vraiment pour cet algorithme très clair, mais voilà, on a toujours les cas qui en sortent. Et parmi les cas qui en sortent, eh ben, il y avait cette dame qui était, alors non pas en EHPAD, hein, on les présente toujours un peu comme on veut, mais il y avait quand même l'idée que cette patiente était dans une maison de retraite, mais à l'heure du repas, à l'heure où tout le monde se voit, tout le monde s'observe, et on peut aussi garantir l'autonomie en mangeant tout seul. Notre mamounette s'écroule de sa table après avoir soudainement lâché la fourchette et se retrouve avec un très lourd tableau clinique. Alors 91 ans, c'est panique à bord au moment du repas, on appelle les pompiers et puis on constate qu'il y a un lourd tableau, et bien elle est emmenée directement dans le centre. Et quand je dis directement, ça veut dire que, vous voyez, au bout de même pas 1h30, il n'y a pas de positivité encore de l'IRM de diffusion. Il faut quelques dizaines de minutes. Et pourtant, on a un NIH qui est peut-être à 25 ici, et l'occlusion de cette sylvienne gauche. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Ben oui, ça vaut le coup. L'imagerie de perfusion montre que, comme la clinique le laissait penser, il y a bien tout le territoire sylvien gauche qui va se nécroser. Est-ce qu'on ne fait rien? Ben non, elle est là. On se retrouve avec l'occlusion donc de cette sylvienne qu'on va pouvoir réouvrir très rapidement. Et l'IRM du lendemain montre que elle n'a pas du tout eu de nécrose. Elle est retournée dans son EHPAD 36 heures après cet événement. Il y a l'extrême inverse, et on les oublie. Et il y a très souvent un retard diagnostique dans les AVC de l'enfant. Sauf que là, l'histoire était déjà un petit peu orientée, puisque à 2 ans, Inès avait déjà été opérée 2 fois d'une lourde malformation cardiaque, qui était en attente d'une 3e opération. Et elle fait soudain ce tableau clinique très évocateur d'un AVC sylvien gauche, avec l'hémiplégie droite complète, l'aphasie. C'était dans un hôpital périphérique où voilà, on n'a pas l'habitude de prendre ça en charge, et nous non plus, hein, c'est très rare à cet âge-là. D'ailleurs, c'était la thrombectomie la plus jeune réalisée à l'époque et on l'avait rapportée. Mais donc, il y a une occlusion de la sylvienne et on voit qu'il y a du passage, vous voyez ça? Il y a du passage de produit de contraste en aval de l'occlusion, mais ce n'est pas en aval, c'est par la corticalité et tout le pronostic est à la corticalité. Si on n'a pas nécrosé, c'est parce qu'on a des collatérales qui nous permettent d'avoir une pénombre. Et tout le pronostic est à ça, et à ce moment-là, on sait qu'on peut aller bien au-delà de la 6e heure. Et le temps que le transfert s'organise, que les anesthésies, parce que ça se fait sous AG, les thrombectomies ou au moins la plupart,
qu'on trouve un anesthésiste de pédiatrie, qu'il y ait une écho-cœur qui soit faite parce qu'on appréhende la malformation cardiaque, on commence à 7 heures après le début des symptômes. Ben voilà, finalement, la procédure, c'est la même. J'avais un peu appréhendé parce que je n'avais jamais fait à cet âge-là, mais finalement, ça a marché de la même manière, avec un excellent résultat le lendemain. Il y avait juste le territoire profond, donc les perforantes en regard de site d'occlusion qui ont été touchés, et on a pu sauver donc tout ce territoire sylvien. Et on a vu sur l'IRM du lendemain qu'elle avait déjà fait des petits AVC passés inaperçus. Donc, on fait à 91 ans beaucoup plus qu'à 2 ans, mais voilà, il faut y penser à ces AVC du sujet jeune. Et quand on reprend une méta-analyse, finalement, vous savez lire ce genre donc, de représentation graphique qu'on a de plus en plus, vous regardez la ligne médiane, et donc on va faire bouger le curseur à droite, à gauche, en fonction de c'est en faveur de la thérapie standard ou de la thérapie endovasculaire. Quelle est la place finalement ou l'intérêt de l'endovasculaire? Vous voyez que avant, après 70 ans, peu importe, ça c'était sympa de le préciser, qu'on soit une femme ou un homme, pareil, que le score élevé, que le score clinique soit élevé ou pas, bien sûr qu'on va en bénéficier. Ça, c'est une vraie question qui a aujourd'hui été répondue, c'est l'étendue de l'AVC. Oui, parce que finalement, on ne se pose pas la question face à un infarctus au niveau cardiaque. Est-ce qu'on y va ou pas si tout est nécrosé en aval? Non, on verra bien après. On est en train de se rendre compte qu'au niveau du cerveau, il y a un intérêt aussi pour les AVC étendus. Le temps, alors ça c'est autre chose parce qu'on a des slow progresseurs, des fast progresseurs, en tout cas avant 6 heures, il ne faut pas se poser la question. L'année de publication, et là, c'est ça qui est intéressant, c'est finalement quand est-ce qu'on n'en bénéficie pas de la thrombectomie? Eh bien, avant. Pourquoi avant? Il y a 10 ans, parce qu'on n'avait pas ces fameux stent retrievers. Mais depuis qu'il y a eu l'essor technologique de ces stents-là, eh bien, ça marche. Bien sûr, ça ne marche pas si on n'a pas confirmé qu'il y a une occlusion artérielle. Ça, c'est tellement évident. Et c'est pour ça que maintenant, systématiquement, il faut faire une imagerie vasculaire, vous l'avez compris, ce qui permet de voir le niveau de l'occlusion, mais peu importe si c'est au niveau cervical ou intracrânien ou la fosse postérieure, comme on a dit, avec le tronc basilaire, qui est ou non de la thrombolyse IV, il y a des contre-indications à l'IRM, on l'a vu, mais il y a bien sûr des contre-indications à la thrombolyse IV, ça marche aussi. Maintenant, ce qui est montré, c'est que avec le RTPA en association, ça marche mieux. Et enfin, c'est ce que je vous disais, les vieilles générations de stent retrievers ne marchaient pas. Donc, un dernier exemple pour vous montrer un cas assez typique qui fait comprendre aussi que le timing est beaucoup moins rigoureux qu'avant en termes d'inclusion, mais aussi d'exclusion des malades. Il y a eu une étude qui s'appelle donc Down, l'Aube, qui a pris en charge les AVC du réveil. Les AVC du réveil, par définition, on dit que ça a commencé au moment où on a arrêté de voir le malade bien. Mais en fait, on sait que c'est un AVC du réveil, ce n'est pas un AVC de la veille au soir. On peut néanmoins être confronté à ce genre de cas où le malade est pris en charge dans un centre périphérique où il a du RTPA dans les temps. Et c'est là où on sait que ça va mettre du temps. On a cité Cahors tout à l'heure et le Lot, c'est probablement un des centres les plus loin de Toulouse. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts comme ça, le transfert. Et on peut arriver 3 heures après au CHU. Mais à ce moment-là, on peut refaire l'IRM et on voit, grâce à l'hypersignal flair qui est concomitant ou superposable à celui de la diffusion, qu'il y a une partie qui est nécrosée et depuis un moment. Mais ce n'est pas grave, finalement. Ce qui compte, c'est de comprendre qu'en aval de cette occlusion, il y a encore tout un territoire à sauver. Et il ne faut pas regarder juste ce qui est nécrosé, il faut voir ce qui est à sauver, et il y en a encore beaucoup. Et ça, jusque dans les 24 heures, il y aura un intérêt à réouvrir ces artères. Et ici, le temps de s'organiser, le temps de refaire l'IRM, le temps d'endormir le malade, on va réouvrir 8h30 après le début des symptômes et avoir, vous voyez, sur l'IRM du lendemain, finalement, la même chose que ce qui était nécrosé, mais on a pu, encore une fois, sauver tout le reste. Alors attention, ça reste une vraie intervention intracrânienne, on a tendance à le banaliser. Il y a des échecs, c'est-à-dire qu'on réouvre environ 85% des artères, et il y en a qu'on n'arrivera pas à réouvrir, et il y en a qu'on va même abîmer, et on peut aggraver donc au travers des complications les malades. Vous avez une occlusion de la sylvienne ici, vous ramenez le caillot, sauf que, on va dire,
c'est un peu la savonnette, il échappe au retrait du stent et se retrouve finalement dans une autre artère. Si la zone de la jambe était préservée, eh ben, elle peut se retrouver malheureusement touchée après. Donc on peut aggraver les malades avec des migrations des caillots ou alors entraîner des perforations d'artères et des hémorragies cérébrales après. Je vous épargne les autres complications. En tout cas, quelles sont les indications et comment on les retient? Je crois que cliniquement, il faut rester dans cette idée du 6 heures et avoir en tête que malgré tout, ça reste possible, un certain nombre de cas, dans les 24 premières heures, mais ça doit être une sélection qui doit se faire à ce moment-là, à l'IRM. Surtout, elle va nous montrer qu'il y a une diffusion positive, il y a bien une lésion ischémique en cours, il y a le site d'occlusion qui doit être confirmé, et bien sûr, nous montrer que tout n'est pas nécrosé en aval de ce site occlus, et donc qu'il y a du territoire à sauver. Que ça peut se faire avec ou sans thrombolyse, et a priori sans limite d'âge, à condition, on l'a bien compris, que les patients âgés soient en autonomie, ça c'est très important. Je vous donne ça, qui est l'algorithme que je vous propose en guise de conclusion pour faire face à un déficit neurologique aigu. Qu'il faut privilégier l'IRM par rapport au scanner parce que, certes, ça va nous dire de la même manière s'il y a une ischémie ou une hémorragie, mais ça va clairement nous dire qu'est-ce qu'il en est quand c'est ni l'un ni l'autre, chose que le scanner ne peut quasiment pas faire. On avait d'ailleurs publié un autre algorithme sur les stroke mimics, et vous voyez que la liste est longue, que ce soit l'épilepsie, l'hypoglycémie, il y en a plein, et l'IRM permet clairement de les mettre en évidence, contrairement au scanner. Donc après, qu'est-ce qu'il en est? Eh ben, que ce soit une hémorragie ou un stroke mimics, évidemment, il n'y aura pas de thrombolyse. Si, et ça se discute maintenant, l'ischémie, elle est trop tardive parce que l'IRM nous permet de le dater, a priori, ou s'il y a une contre-indication, il n'y aura pas besoin donc de faire cette thrombolyse intraveineuse. Si maintenant on est dans les temps et qu'il y a bien une occlusion artérielle, en tout cas, vous avez compris qu'il fallait faire une imagerie des vaisseaux pour voir s'il y a bien une cible à réouvrir. S'il n'y a pas d'occlusion, et ça peut être le cas, on l'a vu, des perforantes par exemple, il n'y a pas forcément besoin de thrombolyse, même si sur les perforantes, certains continuent de penser qu'il peut y avoir un intérêt. En tout cas, s'il y a bien une occlusion d'un gros tronc, et c'est ce qui nous intéresse, on va voir à quel niveau est l'occlusion et comment est l'AVC en aval. Est-ce que tout est déjà mort ou pas? Bien sûr, si on est dans le cas classique, celui qui nous intéresse, celui pour lequel on se bat, il faut à ce moment-là, sur une occlusion proximale, faire le couple thrombolyse plus thrombectomie. Se pose la question maintenant sur les occlusions distales. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, c'est des petits caillots et la thrombolyse marche, à mon sens, sur les petits caillots. En revanche, la thrombectomie, il y a une étude en cours qui va chercher à montrer si c'est intéressant ou pas dans les occlusions distales. Parce que l'occlusion distale, elle est plus à risque de se compliquer d'une perforation, par exemple, ou d'un échec sur du vasospasme. Donc, on n'est pas sûr que sur des M2, notamment distaux, attention, ce qu'on appelle M2, c'est après la bifurcation du premier segment de la sylvienne, mais on va distinguer les occlusions de M2 proximales, qui sont ici, des distales. Donc ici, la thrombolyse est évidemment à privilégier. Par contre, la thrombolyse est une contre-indication aux AVC étendus, alors que l'AVC étendu, c'est tous les papiers récents de ces mois derniers qui montrent que la thrombectomie a un intérêt justement dans ces AVC-là. Parce qu'on utilisait ce genre de schéma avant, de se dire qu'il finalement, il fallait qu'il y ait une pénombre, donc, vous l'avez compris, une zone en souffrance clinique, mais qui ne soit pas en hypersignal diffusion, qui soit large, importante, ou en tout cas plus étendue que la nécrose, pour qu'on dise « ça vaut le coup ». Mais en fait, on n'est plus dans « ça vaut le coup », on est dans « il y a quelque chose à sauver ». Et face à des AVC étendus, oui, ça peut tout à fait valoir le coup de lancer toute cette énergie et cette synergie nécessaire à arriver à mettre en place pour que les patients bénéficient de la thrombectomie. Donc pour moi, l'IRM, c'est l'examen clé pour la prise en charge de l'accident ischémique constitué. Il identifie le tissu à risque, il identifie aussi le site d'occlusion. Le scanner doit être, si on veut en faire par défaut, couplé à un angioscanner, et idéalement un scanner de perfusion,
pas toujours facile ni en faire l'acquisition, ni la lecture ensuite. Mais surtout, c'est une étape, celle-là, qui est encore plus importante si elle s'inscrit bien dans cette prise en charge qui est avant tout préhospitalière, mais aussi intra-hospitalière, en conjonction avec les neurologues. Parce que chaque phase est déterminante et que pour chaque phase, il faut être organisé pour aller vite. Si on ne va pas vite, c'est intéressant pour la science, mais rarement pour le malade. Voilà, merci pour votre attention sur ce rappel de l'imagerie dans la prise en charge de ces AVC aigus. Merci beaucoup à vous. C'était très clair et très intéressant. Je pense qu'il doit y avoir des questions ou des remarques, des interrogations. N'hésitez pas à lever la main. Il n'y en a pas. Ouais. Juste faire un petit commentaire de plus, si c'est possible. Effectivement, moi, je partage complètement l'avis sur l'IRM par rapport au scanner. On a œuvré depuis longtemps au niveau de l'ARS avec Denis Sablot et mes autres collègues pour mettre en place, on est dans quasiment une exception, j'allais dire, française, et même la France est devant les autres pays pour l'IRM, mais même l'Occitanie, c'est-à-dire qu'on est une des seules régions où toutes les UNV disposent d'une IRM H24. Qu'on essaye de défendre. Il y a des petites voix qui disent mais maintenant il faut aller plus vite, il faut utiliser l'angioscanner. Alors je le rappelle à tout le monde, effectivement, c'est que on est une grande région, mais pas forcément toujours bien achalandée, et on a des jeunes radiologues et on a des jeunes neurologues, et je pense que ça sécurise particulièrement la prise en charge des AVC et les éventuelles complications liées aux thrombolyses. Et pour rappel, donc, ceux qui ne le savent pas, on va essayer de développer une astreinte régionale pour l'ensemble des UNV qui seraient en difficulté, et on a demandé dans le cahier des charges à ce qu'on ait une IRM H24, y compris avec les vaisseaux du cou et intracrâniens, justement pour sécuriser au mieux toutes ces thrombolyses et ces prises en charge quand les gens ne sont pas forcément dans l'endroit le plus adéquat, entre guillemets. Alors, si je peux me permettre un commentaire qui va dans ce sens-là supplémentaire, je me rappelle du temps du début de l'IRM où on disait que c'est compliqué l'IRM. Je crois clairement qu'on a fait un bond en avant et que c'est le terme, on comprend mieux, hein, on est sécurisé quand on fait une IRM, parce que sinon, au scanner, j'ai l'impression que peut-être qu'on ne sait plus les interpréter, mais que c'est plus difficile de voir des choses. Ça, c'est important. Vous l'avez dit, mais je crois que tout l'auditoire n'est peut-être pas très sensible à ça, mais il y a clairement une volonté de faire marche arrière de ce côté-là, avec l'idée, soi-disant, de ne pas perdre de temps. Quand on est organisé, ça ne prend pas plus de temps de faire une IRM qu'un scanner. Et le scanner de perfusion, si on veut le faire dans l'équation que je vous ai montrée, ce n'est pas forcément un gain de temps par rapport à une IRM non plus. On peut même perdre du temps supplémentaire à vouloir faire tout ça. Enfin, si on veut pousser la réflexion jusqu'au bout, qui est faite parfois dans certains congrès de neuroradiologie, l'idée est de ne plus passer par la case imagerie en coupe. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais on veut finalement, dans l'idée certes d'aller vite, réouvrir l'artère, même sans avoir vu avant qu'elle était occluse. C'est-à-dire que déficit neurologique avec un NIH, on va dire supérieur à 10, en gros, il y a de grandes chances que ce soit un AVC ischémique. Et finalement, si ce n'est pas ça, alors que l'organisation nouvelle voudrait faire amener les patients en salle d'artériaux, on va faire des artériaux pour des migraines avec aura, on va faire des artériaux pour des hémorragies, on va faire surtout, on va mobiliser une énergie qu'on n'a pas aujourd'hui, parce que faire une artério au milieu de la nuit, c'est mobiliser des équipes anesthésie, des équipes de manipulateurs, des équipes d'infirmiers et accessoirement des neuroradiologues. Donc ça c'est inconcevable, on n'a pas les blocs, on n'a pas l'infrastructure, ni le personnel pour faire des artériographies à tout déficit neurologique. Je voulais juste préciser que l'IRM H24, Stéphane, c'est pas quand même non plus partout dans la région, dans chaque UNV possible. Par exemple, à Carcassonne, la nuit, on n'a pas accès à l'IRM, on fait encore du scan angioscan.
Je pense qu'il y a d'autres centres qui sont aussi limités en période d'astreinte. Même si, Mais de avant, plus en plus, Carcassonne pouvait le faire, excusez-moi. alors j'ai pas les antériorités, mais Non, jamais, non. Non, non, juste la journée, ça a été validé par l'ARS pour la nuit, mais par contre, l'hôpital n'a pas les manipulateurs formés. C'est ça, c'est souvent ça. Voilà, n'a pas les manipulateurs en nombre suffisant pour assurer la nuit. donc, a priori, la dynamique est On est entre nous, mais tout part de la volonté ou non des radiologues. Excusez-moi d'être antidéontologique envers mes collègues, mais on a tous des difficultés de personnel, tous. Donc, c'est soit on arrive à s'organiser ou pas. On peut tout à fait faire des formations, j'ai envie de dire, limitées, pour que le personnel qui a un diplôme de manipulateur en radiologie puisse faire une IRM cérébrale. Si vous voulez la faire, vous pouvez apprendre 2 heures à faire une IRM d'un AVC. Donc, il y a de la volonté ou non. Voilà, je vous le dis, et on peut comprendre pour tout un tas de raisons qu'on n'en ait pas la volonté. Moi, j'ai une question. Et c'est pour ça que je veux juste me permettre un dernier commentaire sur l'idée de faire scanner et angioscanner. C'est une recommandation de l'ARS et une vérité qui doit être absolue pour moi, c'est qu'un patient avec un AVC doit avoir une IRM dans les 24 heures. C'est la recommandation. Moi, ce que je préconise, c'est que cette IRM, elle soit faite quand elle est le plus pertinent possible, c'est quand on ne sait pas ce qu'a le malade. Et donc, si vous faites d'abord un scanner et un angioscanner qui s'avèrent négatifs, vous allez ensuite devoir organiser une IRM rapidement, et c'est là, un neurologue, où c'est compliqué parce que c'est plus une urgence et qu'il n'est pas priorisé, et oui, mais c'est pas grave. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut continuer de se battre face, il faut avoir l'IRM première, parce que vous avez sinon toujours, si vous faites un scan en premier, une IRM qui sera demandée après. Donc finalement, vous faites scanner et IRM, au lieu de faire IRM toute seule. Du coup, ma question découle de votre réponse là. Du coup, dans un cas où on est à Carcassonne ou à Cahors ou à des endroits où il n'y a pas d'IRM la nuit, par exemple, est-ce que c'est pertinent de faire entrer dans un algorithme décisionnel le fait d'aller sur un plateau où il y a une IRM versus un plateau où il y a un scanner? Je pense qu'il faut savoir ce qu'a le malade et que l'organisation idéale, comme on essaye de la prôner, ne peut pas être appliquée partout, on en a bien conscience. Donc, il faut toujours faire au mieux avec les moyens locaux. C'est-à-dire que si pour des raisons bonnes ou mauvaises, vous n'arrivez pas à avoir l'IRM la nuit, ce n'est pas grave. Il faut bien se dire que partout sur la planète, on fait un scanner, un angioscanner, et on va répondre à la question, est-ce qu'il y a un gros AVC ? De toute façon, ça paraît compliqué d'envoyer tous ces patients sur Toulouse ou sur Montpellier. Non. Vous n'allez pas pouvoir. Il faut les faire sur place. Alors là, je vais remettre ma casquette ARS. Les moyens ont effectivement été donnés. Quand les IRM ont été mis en place, alors à l'époque, c'était pour les AVC et le cancer. Je suis tout à fait d'accord à ce que disait le professeur Bonneville. De toute façon, il y a un manip. Le manip, c'est soit il vient faire un scanner, soit il vient faire une IRM. Et même nos collègues radiologues le disent, c'est pas plus long de faire une IRM qu'un scanner. Donc c'est vraiment une volonté. Et surtout, ce qu'il faut éviter, parce que nous, on y a été confrontés longtemps, c'est les gens qui bottent en touche pour les patients. C'est-à-dire de dire, je ne peux pas faire d'IRM, donc je transfère le patient. Et comment on va le transférer ? Ça ne sert même à rien de lui faire un scanner, parce que du coup, il va avoir l'IRM là-bas. Ce n'est pas le but. Tous les centres qui sont autour de cette table ont une UNV, et l'UNV est appendue à un service de radiologie qui dispose d'une IRM, à lui de mettre les moyens pour qu'elle fonctionne H24, ou d'un scanner avec angioscanner. Il ne faut pas qu'on revienne en arrière de tout point de vue, et surtout pas qu'on transfère des malades parce qu'on n'a pas les moyens, ou, comme l'a dit le professeur Bonneville, on ne sait pas donner les moyens d'avoir ce dont on a besoin. Attention à ça, ça c'est l'erreur à ne pas faire, c'est de commencer à dire « je ne peux pas, donc je transfère à quelqu'un d'autre ». Parce que là, on lutte, je vous rappelle, contre la perte du temps. Tous les organigrammes qu'on fait, c'est pour gagner du temps. Je me permets, puisque je n'ai pas toujours l'occasion de discuter avec vous,
de tirer la couverture à moi ou à nous, c'est-à-dire qu'on est clairement, nous aussi, en déficit de personnel paramédical. C'est une vraie réalité. L'attractivité hospitalière, c'est à tous les niveaux, hein, c'est les médecins et bien sûr le paramédical. Chez nous, dans un service de radio, ce sont les manipulateurs. On a payé cet été la contrepartie de vouloir faire trop marcher l'IRM la nuit et le week-end. Nos manipulateurs sont partis. Et c'est sûr qu'il faut des moyens, et je demande solennellement à ce qu'on ait une vraie IRM dédiée à l'urgence au CHU à Toulouse, ce qui n'est pas le cas. Et donc, quand on fait 6000 examens non programmés, parce que je n'utilise plus le terme d'urgence, par an, c'est qu'il y a les moyens, la nécessité d'avoir une IRM, une machine supplémentaire, comme c'est dans le CHU de Bordeaux, dans le CHU de Toulouse, de Strasbourg, dans beaucoup d'autres. On n'a aucune hésitation à avoir un scanner dédié à l'urgence, et on n'a encore pas compris qu'il fallait de la même manière une IRM dédiée à l'urgence, et pas que à l'AVC. Parce que nous, on a eu effectivement une IRM dédiée au neurovasculaire, mais la problématique est la même pour l'ensemble de la pathologie neurologique et neurochirurgicale. Donc, quand on fait travailler la nuit et le week-end des gens qui ont 30, 40, 50, 55 ans, eh bien, ils s'en vont. Donc, on a perdu les meilleures manips, on a perdu nos manips de compétences parce qu'on a joué le jeu de faire trop d'IRM. Donc, si on n'a pas une IRM en plus, c'est vrai que c'est compliqué. Et nous, il nous la faut impérativement au CHU à Toulouse pour garder en attractivité et pour travailler à des heures décentes. Voilà, je devais faire passer ce message. Ça fait 5 ans que nos directeurs d'hôpitaux me disent oui, oui, bientôt, bientôt, bientôt. Et là, j'ai arrêté de les croire. Donc, je ne sais plus vers qui me tourner. Je crois que Kaor a une question, une remarque. Non, une remarque. Nous, on a bien l'IRM H24 quand même. On n'a pas de neurologue de temps en temps. On a bien l'IRM H24. Oui, oui, oui. Mais je suis quasiment sûr qu'à Carcassonne, elle y a été aussi. Hein. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, j'aurais une question. Qu'est-ce que vous pensez de cet essai clinique du SMUR de Paris là, sur le scanner en préhospitalier? Est-ce que pour vous, ça peut apporter quelque chose ou, Dans un camion. je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, de celle-là spécifiquement, non, mais depuis au moins 10 ans, je dirais, l'Allemagne a bénéficié de scanners dans des camions de SMUR. Je crois que c'est une fausse bonne idée. Ça peut se concevoir si on est dans des petites régions, géographiquement peu étendues, parce que vous ne savez pas où est-ce que votre malade va faire son AVC. Donc, le camion, s'il est finalement basé dans un hôpital, ça ne sert à rien, il faut qu'il tourne. Et donc, il peut se retrouver à l'opposé de là où il faut. Donc, de tourner, quand on est dans Paris, pourquoi pas? Mais finalement, si c'est une petite région, c'est aussi probablement une région à forte densité et finalement à trafic urbain épouvantable. Donc, s'il y a une forte densité, il y a une forte densité hospitalière, et finalement, un service qui marche bien pour le triage et le ramassage préhospitalier. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un énorme bénéfice. Mais c'est un petit peu comme, vous avez discuté du transfert en hélicoptère ou pas, on sait qu'il y a des contraintes météo, mais finalement, s'il est déjà sorti, on ne peut pas. Donc le camion, il en faudrait combien? Si le camion il est déjà sorti, au sein d'une très grande région, j'en vois vraiment pas l'intérêt. Ou alors, je ne sais pas comment il faut le baser et pour couvrir quel territoire. Mais je pense qu'une région comme l'Occitanie est totalement inadaptée à ce genre de solution. Ok. Bon. Mais je n'ai pas réfléchi avant, hein, donc non, c'est mais ma réflexion à voix haute. Non, mais ça paraît effectivement peut-être intéressant dans des territoires très urbanisés où l'appareil peut se rendre rapidement auprès du patient, mais c'est vrai qu'en Occitanie, à l'échelle de l'Occitanie, ça paraît un petit peu, comment dire, illusoire, quoi. C'est inadapté. Surtout que les patients, ils vont avoir un scanner dans ce cas-là, et alors qu'ils auraient pu aller dans un hôpital tout proche et avoir une IRM. Aussi.
Ok, ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Je reste là, en tout cas. Hein. Ok, Merci. mais on Je vais va m'écouter parce que je trouve ça intéressant. poursuivre. Est-ce qu'il faut que je départage ou pas forcément ou vous pouvez reprendre la main de ce côté-là? On vous entend plus, non? Tout le monde est muté. Vous m'entendez là, c'est bon? Voilà. Alors, j'essaie de relancer. Voilà, je pense que vous avez le PowerPoint. Non, vous ne l'avez pas. Alors, tac. Là, vous devez l'avoir. Donc, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner sur un travail qu'on est en train de mettre en place à l'ORU, en collaboration avec l'ARS. C'est un travail sur une sorte de registre régional, en tout cas un recueil des transferts interhospitaliers des AVC vers les centres de thrombectomie. C'est un travail qui découle des propositions régionales qui ont été diffusées il y a 1 an sur les modalités de transfert des patients pris en charge dans les UNV de territoire et des patients qui vont ensuite être transférés vers les centres de thrombectomie. Donc, on va vous présenter ces modalités et comment elles ont été pensées. Et ensuite, on va vous proposer, enfin, vous présenter la méthode de recueil et les premiers résultats qu'on a là depuis le début de l'année. Donc, le contexte des modalités, c'était le fait qu'on n'avait pas de recommandations nationales et peu d'études qui nous disaient qu'il fallait médicaliser les patients, notamment les patients thrombolysés. Donc, par excès, enfin, on a du personnel, mais par excès, on médicalisait ces patients avec des problématiques liées au fait que il y a de moins en moins d'équipes de SMUR disponibles. En tout cas, les médecins sont moins disponibles avec des activités partagées aux urgences. Donc, enlever un médecin des urgences pour le mettre dans un camion pendant 2 heures, alors que ce n'est pas justifié, c'est quand même de plus en plus compliqué. Il y avait aussi cette problématique de la balance bénéfice-risque entre l'attente d'une équipe médicalisée et le délai du geste de reperfusion qui était d'autant plus retardé que le médecin mettait du temps à arriver, enfin que l'équipe médicalisée mettait du temps à arriver. Il y avait eu une enquête faite par le Collège national des neurologues en 2021 sur un petit peu une photographie des pratiques. Et en fait, dans la grande majorité des cas, enfin majorité, oui, dans 48% des cas, les patients étaient systématiquement médicalisés quand ils étaient thrombolysés. Certains centres médicalisaient même tous les patients, qu'ils soient thrombolysés ou pas. Il y avait quelques centres qui avaient mis en place des transferts interhospitaliers paramédicalisés et quelques centres, là à peu près 5, je vous mettrai aussi selon critères, là, donc quasiment 10%, qui faisaient en fonction des cas médicalisés, paramédicalisés. Il y avait même quelques centres, a priori, qui ne paramédicalisaient même pas les patients thrombolysés, ou alors c'était des patients qui n'étaient pas thrombolysés, ça, je n'ai pas le détail. Bon, en tout cas, une grande disparité des pratiques, et donc on ne savait pas trop, comment faire. Alors, on a fait une petite recherche biblio, donc c'est surtout donc de l'équipe de Perpignan qui avait fait une étude qui a été publiée en 2019 dans Cerebrovascular Disease sur le sujet. Donc c'est surtout ce papier sur lequel on s'est appuyé, et on a retrouvé aussi une thèse qui
s'est intéressé à ces transferts. Et ensuite, il y a deux études de beaucoup moins, avec des effectifs beaucoup moins importants. Donc là, c'était dans l'annale française de médecine de Lens, il y avait une cinquantaine de patients ou 70 patients. Et dans le petite étude de Bourg-en-Bresse, il y avait une cinquantaine de patients. En bref, quand on regarde un petit peu et quand on fait une sorte quand on a poulé un peu tous les patients, là, ça représentait 574 patients qui avaient été transférés, donc 440 thrombolysés. Et sur ces 574 patients, seulement 3 patients avaient nécessité un geste de réanimation pendant le transfert. 2 intubations, une pour détresse respi, une pour un coma, et un patient qui avait été mis sous VNI, c'était un patient BPCO qui a décompensé sa BPCO pendant le transfert. Donc ça représente 0,5% des transferts. Ensuite, on avait 25 complications qui nécessitaient un avis médical, plus ou moins le renfort d'une équipe médicalisée, ce qui représente 4,35% des transferts. Donc, il y avait de rapporter 3 insuffisances circulatoires, 5 insuffisances respiratoires, donc des patients qui ont été mis sous oxygène, 2 patients qui ont convulsé, ce n'est pas des états de mal, 8 patients agités qui avaient nécessité une sédation IV et 7 aggravations du trouble de la conscience. Et il y avait 57 complications qui nécessitaient juste une protocolisation, plus ou moins un avis médical. Donc, ça représentait 11,5% des transferts. Il y a donc la première étude là, de Perpignan et la thèse qui est rentrée dans le détail un petit peu des complications. En haut, là, c'est la thèse. Vous voyez, il y a eu une mydriase gauche, non régressive, avec introduction mannitol, un passage en FA, une agitation avec quand même midazolam et la BPCO qui avait été mise sous VNI. Et ensuite, il y avait des vomissements avec pose de sonde nasogastrique, le traitement antihypertenseur, la gestion du traitement antihypertenseur, un hématome et une vagingoragie. Et dans l'étude de Perpignan, mais Denis, tu me complètes hein, si tu penses qu'il y a besoin. Donc, il y avait eu 8 intubations, mais en fait, c'est des intubations qui avaient eu lieu avant le départ. Donc, on les a retirées de cette analyse, on va dire. Pendant le transfert, il y avait eu une intubation et 2 instabilités hémodynamiques. Et après, des complications un peu plus mineures, donc des vomissements, des aggravations de la conscience, des aggravations du score NIH, des hypertensions qui nécessitaient la mise en place d'un traitement IV, 7 agitations avec nécessité de sédation IV, et ensuite, donc c'est là où il y avait les convulsions et des petits problèmes hémorragiques. Une hémorragie sous thrombolyse. Et ensuite, il y avait aussi des histoires de céphalie. Intéressant dans l'étude de Perpignan, c'est qu'ils ont essayé de faire, ils ont fait une team multivariée pour essayer de mettre en évidence des facteurs de risque de complications. Et ce qui ressortait comme facteur de risque de complications, c'était le score NIH élevé, supérieur à 22, une occlusion du tronc basilaire. Mais vous voyez que le fait que le patient soit thrombolysé n'était pas un facteur de risque de complications pendant le transfert. Et avoir un AVC du territoire antérieur était plutôt un facteur protecteur. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, clairement, eux, ils n'avaient aucun bénéfice à être médicalisés. Dans la thèse, il y avait aussi, ils se sont amusés à faire à côté le score de Moreno. Le score de Moreno, c'est un score qui sert de manière générale pour l'ensemble des pathologies à choisir la modalité du transfert pour les transferts secondaires. Donc, plus le score est élevé, plus il faudra médicaliser le patient. Entre 4 et 6, c'est plutôt une paramédicalisation. Et entre 0 et 3, c'est plutôt un transfert par ambulance simple. Et donc, ils ont appliqué le score a posteriori pour les 180 patients de la thèse. Ils se sont aperçus que dans 84% des cas, si on appliquait ce score, le patient aurait pu être non médicalisé. Donc paramédicalisé ou transport ambulance simple.
Et ils avaient noté une bonne corrélation, enfin une corrélation statistique modérée entre le score de Moreno et la survenue de complications. Donc le score de Moreno n'est pas du tout spécifique à l'AVC. Hein. Donc, sur ces données, on a mis en place un groupe de travail régional avec les urgentistes, les neurologues, essentiellement responsables des UNV. Donc, il y a eu 3 réunions donc on a proposé des modalités de transfert que je vais vous présenter après sur donc, ces données de la biographie, sur cette notion de perte de chance d'un retard de prise en charge, sur quand même les préconisations de surveillance des traitements fibrinolytiques, parce que c'est clair que si on suit le Vidal, il faudrait les médicaliser, et les problématiques RH que j'ai évoquées au début. À la suite de ces propositions, il a quand même été intéressant pour l'ensemble des participants qu'on puisse monitorer cette activité pour voir un petit peu si la procédure était adaptée. Donc voilà la proposition. Une occlusion du tronc basilaire et pour un score NIH supérieur à 22, c'est des patients qui doivent être médicalisés. Et donc on propose que la première équipe disponible fasse le transfert, qu'il soit trombolysé ou pas. Les patients trombolysés, ce n'est pas une indication systématique de médicalisation, mais il faut que les patients soient au minimum paramédicalisés. Et là, on va rentrer dans des problématiques de disponibilité des équipes. Il faut prendre en compte les autres critères de médicalisation. Il n'y a pas que la thrombolyse, et on peut s'aider du score de Moreno de manière plus générale pour médicaliser ces patients, qu'ils soient thrombolysés ou pas. Il y avait petite vigilance sur une complication rare, mais qui peut être grave, c'est l'œdème angioneurotique des patientes sous IEC. Donc on proposait d'équiper les spions en Firazyr, mais il faut qu'on revoie cette proposition parce que ça ne paraît pas adapté. Et ensuite, il y avait des choses très générales sur le score de Moreno et la nécessité de protocoliser les transferts paramédicalisés des patients thrombolysés. Et enfin, rappeler que c'est le médecin régulateur qui a la vision globale de l'ensemble et c'est à lui que doit revenir la décision finale du moyen de transport le plus adapté. Donc voilà un peu pour l'historique, on va dire, et les propositions régionales. S'il y a des questions par rapport à ça ou des remarques, avant que je vous présente le recueil. C'est clair? Bon, alors je pense. Donc voilà le recueil. L'objectif principal, c'est vraiment de détecter les complications des patients transférés en T2IH, en transport infirmier interhospitalier, vers le centre de thrombectomie. Les objectifs secondaires, c'est d'adapter cette procédure, de l'évaluer, de disposer d'une base de données régionale et d'apporter un retour d'information aux centres participants. La population cible, c'est les patients majeurs transférés par un SMUR paramédicalisé vers un centre de thrombectomie. Le mode de recueil s'appuie sur le déploiement qui est quasiment fini d'un outil informatique hospitalier qui s'appelle SMURTAB, qui permet de faire remonter de manière automatisée les données du dossier médical et d'analyser ces données. Le deuxième échelon de recueil, ça va être, quand on détecte une complication, de demander des informations complémentaires aux équipes SMUR et aux équipes qui ont reçu le patient pour aller un peu plus en détail sur la complication et voir un petit peu si la procédure a été respectée, aller chercher un peu plus précisément ce qui s'est passé. Il avait été évoqué la possibilité de faire un travail collaboratif avec le Grand Est qui utilise SMURTAB. Pour l'instant, c'est clairement stand-by, voire abandonné, parce qu'on se heurte à des problèmes de RGPD. Et pour l'instant, j'ai pas eu
retours très positifs des équipes de Grand Est. Donc, ça paraît compliqué pour l'instant de faire un travail collaboratif. Et donc, le RGPD, on est en train de faire la demande MR004. Et ensuite, il va y avoir des conventions qui vont être signées entre l'ORU, l'ARS, et ensuite entre l'ORU, l'ARS et les SAMU-SMUR et les UNV. Juste un petit rappel, enfin, peut-être pas un petit rappel pour tout le monde, mais juste rapidement. Donc, SMURTAP, c'est un outil 100% digital qui a été créé dans le Grand Est par l'ORU Grand Est et le GRAD Grand Est, qui est déployé chez eux depuis 2019, qu'on déploie en Occitanie, je dis on parce que c'est déployé par l'ORU Occitanie depuis novembre 2022, et qui permet une analyse quantitative et qualitative de l'activité des SMUR. En septembre 2023, ce que je vais vous présenter les premiers résultats qui s'arrêtent à fin septembre, on avait déployé 70% des sites, sur les 42 sites en Occitanie, 70% avaient été déployés, ce qui ne veut pas dire que tous les centres utilisaient SMURTAP à 100% pour leur activité préhospitalière. Et l'objectif, et on l'a atteint tout récemment, c'est que 100% des SMUR qui étaient engagés soient déployés. Et donc, c'est le cas. Je crois que tout le monde est déployé, mais même je suis sûr, tout le monde est déployé. Il y a 2 départements qui n'ont pas, pour l'instant, voulu de l'outil. C'est l'Ariège et le Tarn-et-Garonne, pour 2 raisons différentes. L'Ariège est parti sur une autre solution et le Tarn-et-Garonne était déjà équipé d'un outil préhospitalier. Ils n'ont pas voulu en changer pour le moment. Donc, comment ça se passe? À chaque fois qu'un dossier SMUR est validé, clôturé, l'ORU récupère l'ensemble des données de manière pseudonymisée. Et donc, ensuite, on a mis en place avec ma collègue Sabrina une méthode que je vais te laisser présenter. Alors, parmi donc, les patients sévis sur l'outil SMURTAP, on va sélectionner donc, tout d'abord les transferts qui sont paramédicalisés ou médicalisés. Ensuite, qui sont à destination des centres de thrombectomie régionales et pour lesquels on a un diagnostic principal, alors ça se chevauche un peu, mais d'AVC ischémique. Ensuite, on a exclu tous les cas qui étaient qui avaient moins de 18 ans et les AVC hémorragiques qui sont également pas retenus. Donc, les données SMURTAP, elles sont très quantitatives. Il y a énormément d'informations recueillies. Donc, on les a un petit peu catégorisées en 2 sous-groupes. Donc, il y a les données fixes. Enfin, on n'a qu'une seule information pour chaque patient. Donc, tout ce qui concerne le patient, son âge, son sexe, son diagnostic, l'origine et la destination du patient, les horaires et notamment la durée du transport qu'on analyse dans cette étude, les traitements que reçoit habituellement le patient. Il y a une partie sur l'examen clinique, il y a un profil spécifique pour l'AVC si on le saisit, où on a des informations notamment sur la thrombolyse. Ensuite, on a également des informations sur la mise en condition au cours du transport et un module spécifique pour les transferts T2IH. Ensuite, on a également d'autres données qui, elles, sont répétées dans le temps, donc notamment tout ce qui est en lien avec la tension, fréquence cardiaque, respiratoire, la saturation, le score de Glasgow, le traitement qui est administré au cours du transfert, et ensuite l'évaluation de la douleur et les actes diagnostiques et thérapeutiques. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit exemple des données que l'on va traiter. Donc sur le premier tableau en haut, en vert, on a le patient 1 qui a été transporté de manière paramédicalisée. Et alors là, on n'a pas l'origine, mais on a la destination à Purpan en service de neurologie. Donc ça, c'est vraiment un petit peu les données fixes qui ne changent pas, qui n'évoluent pas au cours du transport. Et puis ensuite, dans les 2 tableaux en dessous, on va avoir par exemple en premier lieu le traitement administré, avec pour le patient sélectionné en rouge, il a reçu de l'activise à 19h20 et puis à 20h22 du perfalgan.
Et ensuite, le tableau en dessous, c'est l'évolution des fréquences cardiaques, la saturation, tout pareil au cours du transport. Je reprends. Donc, du coup, une fois que Sabrina me passe ces magnifiques tableaux, je m'amuse à repérer dedans les potentielles complications. Si on détecte un élément potentiellement grave, l'étape suivante, ça va être d'envoyer une fiche de caractérisation au SMUR qui a fait le transfert et au service receveur pour avoir des données supplémentaires. Analyser les dossiers intra-hospitaliers. On est parti sur une actualisation des données tous les 2 mois, avec une double analyse que je vais faire. Et ensuite, il y aura un neurologue de la filière qui va aussi regarder le fichier, avec l'idée de se faire à l'intérieur de la filière un rapport tous les 6 mois et un retour aux établissements. On fait un panorama AVC tous les ans, de glisser aussi ces informations dans le panorama AVC. Bon, alors c'est clairement une étude qui a beaucoup de limites. On est sur du rétrospectif. SMURTAB est en train de se mettre en place, donc on est toujours dans un comment dire, on est toujours en pré-production, donc ça pose des problèmes informatiques. L'exhaustivité, on espère qu'elle va s'améliorer au fur et à mesure, mais on est très loin des 100%. Donc on est vraiment sur une étude rétrospective, on va dire de bas niveau. Mais l'idée, c'est pas tant de faire une grosse publication, c'est surtout de monitorer et de repérer les complications pour adapter la procédure. Bon, voilà. Les premiers résultats, donc, fin septembre 2023, ça c'est l'ensemble des SMUR qui ont été déployés. Tu veux... Oui, non, c'est à la date du 30 septembre. Voilà, tous les SMUR donc, qui sont équipés de SMURTAB avec la date de déploiement. Mais la date de déploiement, ce n'est pas forcément le début réel de la saisie. Et ils ne sont pas tous exhaustifs. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, on a commencé l'analyse au 1er janvier 2023. Donc, ce qui est certain, c'est que Saint-Gaudens, Béziers et Cahors, qui sont les 3 sites qui ont été déployés il y a maintenant 1 an, eux ont une exhaustivité qui déjà est un peu plus le reflet de leur activité. Mais sinon, il est évident que le nombre qui est présenté dans les résultats en suivant ne sera pas la réalité de l'activité. Et donc, au 30 septembre 2023, sur les dossiers SMURTAB qu'on a pu recueillir, on avait 65 patients transférés pour un AVC vers un centre de thrombectomie. 23 l'ont été médicalisés, 42 paramédicalisés. Et vous avez le détail des SMUR ensuite qui ont fait les transferts paramédicalisés. Donc vous voyez que c'est surtout Béziers, parce que Béziers, historiquement, paramédicalise les patients thrombolysés bien avant qu'on ait sorti ces propositions. Cahors, je ne sais pas si Thierry est toujours là, mais a priori, soit vous avez pris la balle au bon, soit vous le faisiez aussi avant. Je sais que Saint-Gaudens s'est clairement appuyé sur les propositions pour mettre en place cette activité. Et vous avez aussi le détail des sites receveurs, Toulouse et Montpellier. Oui, pour Cahors, on médicalise depuis plus de 20 ans maintenant. Enfin, on paramédicalise depuis plus de 20 ans. Hein. Tu aurais pu faire partager ton expérience, Thierry. Oui, écoute, alors, on a commencé par la cardio. Hein. Par exemple, tous les ST- tropopositifs, globalement, on médicalise que les infarctus KST+. On médicalise quasiment plus de cardio. La neuro, on n'en médicalise quasiment pas. On paramédicalise aussi des patients intubés ventilés parce qu'on a la chance d'avoir des IAD qui sont hyper stables, donc qui ne sont pas sous amine, c'est des transferts de transferts simples, même s'ils sont intubés ventilés. Et globalement, il y avait une étude faite par une interne il y a quelques années. On n'a pas de problématique particulière. Et la main reste aux infirmiers anesthésistes le régulateur décide. Et si l'infirmier anesthésiste pense qu'il y a un souci ou que le patient n'est pas conforme par rapport à ce qui a été annoncé,
eh ben, on le médicalise, mais c'est exceptionnel. Globalement, on fait 80% de paramédicalisés et 20% de médicalisés à Cahors, à peu près. Et sur les AVC trombolisés, vous les paramédicalisez Quasiment depuis quand? On fait que du paramédicalisé. Et vous le faisiez avant qu'on fasse les propositions? Oui. D'accord, ok. Voilà, si on rentre un petit peu plus sur les profils patients, vous voyez que le moyenne d'âge c'est 76 ans, un minimum de 53 ans, max 90, on a 45% d'hommes. La durée de transfert, c'est une moyenne de 57 minutes. Elle est de 30 à 1h38, 30 minutes à 1h38. Et sur ce dossier SMURTAB, là, sur les données SMURTAB qu'on a pu analyser, on a retrouvé seulement 14 patients qui avaient été notés soit thrombolisés, soit thrombolysés en cours, ce qui représente 21% des transferts. Mais je pense que ça sous-évalue beaucoup le nombre de patients thrombolisés. Aucune complication nécessitant un geste de réanimation. 2 potentielles complications nécessitant un avis médical, plus ou moins un renfort médical, et 9 événements qui nécessitaient des protocolisations par AMED, plus ou moins un avis médical du 15. Donc les 2 potentielles complications, on va faire les demandes d'informations complémentaires. Et en détail, vous voyez qu'il y avait eu 4 dyspnées des saturations, 2 qui ont été mis sous oxygène, les 2 autres, je ne sais pas, ce n'est pas noté. En tout cas, ce n'est pas des patients qui ont été intubés ou mis sous VNI. Il y a eu une bradycardie à 27, mais sans acte thérapeutique noté et qui était compris entre 2 prises où la fréquence cardiaque était normale. Donc, j'imagine que c'était une erreur de saisie, mais on va quand même faire une demande auprès du SMUR pour avoir des informations complémentaires. Et il y avait une bradycardie à 50 sans acte associé, 4 tachycardies supérieures à 100, dont une notée à 154 pour laquelle on va aussi faire une demande complémentaire auprès du SMUR et du service receveur. Et après, pour l'instant, on n'a pas eu de problème sur la tension, vomissement, agitation, convulsion, hématome, et une céphalée notée avec mise en place d'un perfragment. Voilà, mais j'ai fini de vous présenter le travail qui est en cours et là, on est en train de finaliser toute la partie RGPD et on va suivre ça sur la longueur en espérant pouvoir en tirer. Enfin, j'espère qu'on ne va pas recueillir de complications qui remettent en cause les propositions, mais je ne pense pas. Et après, l'idée, c'est peut-être de présenter les données au niveau des congrès urgentistes, peut-être neurologues, si jamais c'est intéressant en termes d'exhaustivité. Voilà. Si vous avez des remarques ou des questions. Non. Alors, du coup, on peut passer. Il est 16h. Pour terminer, je vous propose rapidement qu'on vous présente les données du panorama 2022. Je te laisse la parole, Laure. Oui. Donc là, sur ces données-là, on s'est basé sur les résumés de passage aux urgences, donc les RPU, qui est une transmission obligatoire d'un recueil standardisé de données médico-administratives. Pour chaque passage aux urgences, donc on récupère les données de toute la région, que ce soit les services d'urgence privés ou publics. Et ces données se composent en 4 parties, en gros, des données démographiques, des données sur l'entrée du patient, donc notamment avec quel moyen de transport le patient est arrivé aux urgences, des données sur la sortie du patient, est-ce qu'il a été muté, transféré ou retourné à domicile, et enfin les données médicales sur la gravité à travers la CCMU et le diagnostic principal et associé. Donc sur ce panorama-là, pour l'instant, on s'est basé sur les données 2022. Donc, comme pour le SMUR, donc on s'est restreint aux patients adultes, donc de 18 ans et plus. Et au niveau du diagnostic principal, donc on a sélectionné 5 classes de diagnostic, donc les AIC,
les AIT, les hémorragies intracérébrales, les thrombophélites cérébrales et ensuite des codes qui sont un petit peu indéterminés au niveau des artères, hémiplégie, syndrome ou autres. Et donc, au niveau des résultats, donc en 2022, près de 16 500 AVC ont eu lieu en Occitanie. Donc, ça fait un petit peu plus que l'année dernière, mais qu'il faut mettre en relation avec le taux d'exploitabilité du diagnostic. C'est-à-dire qu'en 2022, on a récupéré plus de diagnostics qu'en 2021, donc ce qui pourrait expliquer cette petite hausse. Et ça représente 1,3% des passages aux urgences en 2022, et ce taux n'a pas bougé depuis les 4 dernières années. Ensuite, si on regarde plus précisément le type de diagnostic, donc on retrouve 60% d'AIC, donc ce qui représente à peu près 27 AIC par jour, 10 AIT par jour en moyenne sur la région, 5 hémorragies et ensuite très peu d'indéterminés et encore moins de thrombophélites. Si on regarde le profil type du patient, donc c'est en 51% un homme âgé de 74 ans et il y a à peu près la moitié de gériatrie, donc de 75 ans et plus. Et pour la suite de la présentation, donc on va seulement se concentrer sur les AIC, les AIT et les hémorragies. Donc ensuite, quand on regarde dans quel type d'établissement s'est rendu le patient, donc à 25%, le patient s'est rendu dans une UNV de recours, donc le CHU de Toulouse ou de Montpellier, à 16% dans une UNV avec NRI ou thrombectomie, donc Nîmes, la clinique des Cèdres et le CH de Perpignan. Dans 41% des cas dans une UNV, 5% de télé-AVC et 13% de patients qui se sont présentés dans un SU qu'on considère hors filière AVC aigu. Et donc, ça représente à peu près 2000 patients par an qui sont pris en charge hors filière AVC. Et l'année dernière, c'était pareil, on était à 86% de patients pris en charge hors filière. Je ne sais pas si vous avez des chiffres d'autres régions ou des chiffres nationaux. Moi, j'en ai pas en tête pour comparer. Je ne sais pas si quelqu'un a des chiffres. Non. Ensuite, si on regarde suivant l'heure d'arrivée du patient, donc dans un cas sur deux, il arrive hors heure ouvrable hospitalière, donc à 18% en PDS de jour, 25% en PDS de soirée et 7% en PDS de nuit profonde. Et ce taux est un petit peu plus bas quand on regarde les SU hors filière. Donc ça correspond à ce que disait le professeur Bonneville, c'est bien réparti sur l'ensemble de la journée. Donc là, on a regardé suivant le moyen de transport d'arrivée du patient aux urgences. Donc dans 61% des cas, le patient est arrivé en transport sanitaire, c'est-à-dire soit avec une ambulance, les pompiers ou le SMUR. Et c'est un taux un tout petit peu plus bas que par rapport à l'année dernière, puisqu'on était à 63% d'arrivée en transport sanitaire. Et ensuite, si on regarde du coup cette arrivée en transport sanitaire suivant le type d'établissement, donc on voit que pour les SU hors filière, seulement 45% des patients qui arrivent quand même avec un transport sanitaire, donc ont été potentiellement régulés avant de se rendre aux urgences. Ce qui est plutôt rassurant, ça veut dire que quand même quand les patients appellent la régulation et qu'on envoie un moyen, on oriente ces patients mieux que s'ils viennent directement dans les centres proches de chez eux. Donc c'est plutôt rassurant. Et enfin, si on regarde le mode de sortie, donc on voit que les patients sont hospitalisés à 80% des cas, ce qui est un tout petit peu plus bas que l'année dernière, parce que l'année dernière, on était à 83%. Donc on a 60% de mutations hors UHCD, 14% de mutations en UHCD et 7% de transfert. Donc on a fait la distinction mutation hors UHCD ou en UHCD, parce que très souvent, les mutations UHCD sont potentiellement transférées par la suite. Donc, c'est pour ça qu'on les avait isolés, notamment pour voir pour les SU hors filière. On voit que finalement, il y a 28% de mutations en UHCD, donc qui sont certainement transférées par la suite. En fait, une fois que le patient est muté à l'UHCD informatiquement,
Nous, derrière, à l'ORU, on n'a pas le moyen de savoir ce que devient le patient, s'il reste dans l'établissement ou pas. Ça, on ne peut pas le voir sur l'ERP. Excusez-moi, je ne comprends pas le taux de décès. Taux de décès. Oui. Et Pourtant, il meurt, ces malades avec des hémorragies et des AVC. alors après, ça, c'est les données du RPU. Donc, c'est là, d'un point de vue purement stat, c'est des patients qui ont été cotés, AVC. Et la destination de sortie, c'était le décès. Donc, c'est rares patients qui sont morts aux urgences d'un problème neurovasculaire, a priori. Ah oui, c'est pas sortie hospitalière, c'est sortie des urgences. C'est sorti des urgences. OK. Voilà, mais écoutez, voilà rapidement la présentation du panorama que vous avez aussi peut-être eu, qui est disponible sur le site. On a fait le tour des quatre présentations. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. Stéphane et Denis, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, pas particulièrement. Je vous remercie encore le professeur Bonneville pour son topo. Merci de votre invitation, avec grand plaisir. Et je vous remercie tous de vous être connectés. Et juste pour information, l'année prochaine, on va organiser conjointement avec le Collège Occitanie Médecine d'Urgence une journée sur les filières en Occitanie. Et il y aura une session sur l'AVC. Donc le programme est en cours de construction et a priori ça aura lieu le 14 novembre. Voilà, donc c'est juste une information qui vous sera communiquée là en début d'année pour les modalités pratiques d'inscription et le programme définitif. Eh bien, merci beaucoup. Bonne fin de journée. À une prochaine alors. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Nicolas. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah, zut.